Bienvenue pour cette 9e édition du Grand Pitch à Innovact, que l'on remercie bien sûr de leur accueil, de leur sympathie. Et avant de démarrer, je vais laisser la parole à Charles qui voulait dire quelques mots sur cette invitation et le fait qu'on se retrouve ici. Charles, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Déjà en introduction, je voulais vous dire que Catherine, donc la directrice de l'incubateur, s'excuse de ne pas être avec nous parce qu'elle est malade. Elle a attrapé ce bon vieux Covid qui nous suit jusqu'au bout. Donc voilà, elle est vraiment désolée, mais en tout cas, on est ravis de vous accueillir ici, donc dans ce nouvel établissement, donc au sein de Nouvelle Air, qui est un pôle pour l'innovation au cœur de Reims. Merci également à Antoine et Zoé qui ont œuvré pour l'organisation de cet événement en lien avec les parties organisatrices. Ce pôle d'innovation donc, qui accueille aujourd'hui maintenant également Pépite, bientôt la French Tech, mais aussi Innovact. Donc voilà, pour but d'avoir un ancrage vraiment central au niveau du territoire pour l'innovation. Et donc voilà, maintenant on vous laisse œuvrer, chers porteurs de projets, pour voir vos différentes innovations et projets. Merci beaucoup. Merci Charles, on va l'applaudir, super. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà compris qu'il va falloir applaudir, au moins pour encourager les porteurs de projets. C'est toujours important de le faire. Dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc je remercie à vous tous d'être présents. Je crois qu'on a aussi la présence de Madame Marie-Inès Rommel, je ne sais pas si elle est là, mais qui est représentée aujourd'hui Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la communauté d'Aglo. Je vois qu'il y a Flore qui est là, de la BPI. Merci à Flore d'être présent. La région Grand Est aussi. Et aussi un partenaire qui est un partenaire depuis longtemps, le Crédit Agricole, que l'on remercie d'être présent. Pour le jury, vous avez un micro, Anne-Sophie, tu l'as juste à côté de toi. Donc vous allez vous présenter dans un petit moment parce qu'il est important qu'on sache qui vous êtes. On va faire une belle manifestation. Il est 16h10. Je pense qu'on aura fini vers 18h. Je vous remercie encore une fois, bien sûr, de couper vos téléphones et de respecter le silence que les personnes parlent. Juste, on va remercier nos amis internautes qui sont derrière. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez passer comme nous un excellent moment. Nous sommes à la 9e édition du Grand Pitch. La Chambre de commerce, avec l'ensemble des partenaires, est heureuse d'organiser cette manifestation. Nous sommes à la 9e édition. Je viens de le dire, je me répète. Mais c'est important parce qu'on est rentré maintenant dans un rythme régulier. Et encore une fois, je le reprécise pour ceux qui sont derrière là-bas, derrière leur écran, on recherche bien évidemment des candidats. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous solliciter en disant j'ai peut-être un projet, eh ben, on peut y répondre. Et le Grand Pitch est fait aussi pour vous. Donc j'aurai l'occasion aussi d'interférer avec vous de temps en temps quand ça me prend. On va démarrer, mais avant, on va présenter le jury, ce qui est bien. On a une belle sonnette, on est content de l'entendre. Je voudrais remercier aussi ceux qui œuvrent aussi dans le silence, c'est-à-dire Isabelle, Sandrine, bien sûr aussi Marion, Arnaud, qui sont là-bas pour la Chambre de commerce. J'ai oublié personne, Julien. Maxime, oh, on a oublié Maxime, notre Maxime qui est derrière l'écran. Maxime, est-ce que tu m'entends ? Oui, on entend, c'est la régie son, c'est tout, c'est la vidéo, c'est tout. Et grâce à Maxime, c'est formidable, qui retransmet en direct. Et il a dit non, je suis discret, donc je me mets derrière l'écran. Et à la fin, il nous fera peut-être quelque chose avec les mains, on verra bien, on ne sait pas. Ça sera la surprise. En tout cas, Maxime, on pense à toi parce que tu es isolé, mais on pense vraiment à toi. Le jury, je vais vous demander de vous présenter. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse vous voir, c'est de venir monter sur l'estrade. Tant qu'à faire, parce que je ne sais pas si l'autre, si on peut voir là avec l'autre caméra ou pas. Non. Si on peut voir, donc vous pouvez rester sur place. C'est parfait. Je vous laisse vous présenter. Non, oui, parfait. Allez-y. Ouais. Ouais. Allez-y, présentez-vous. Attends. On va redémarrer. On est trahi par la technique. Vas-y. Je pense que malgré tout, vous m'aviez entendu. Donc Sébastien Gressant, dirigeant du cabinet Médirecteur, spécialiste de la croissance, au travers de 4 activités: la direction opérationnelle externalisée, le conseil en stratégie de croissance, la formation et l'intercession en cession-acquisition par approche directe.
Bonjour à tous, moi je suis Anne-Sophie Frenov, je suis dirigeante d'entreprise dans des entreprises plutôt innovantes et tech. J'ai notamment travaillé pour Airbnb, pour Samsung, pour Back Market. Et voilà, je suis aussi Business Angels et je suis membre de Business Angels Marne-Ardenne. Bonjour à tous, moi je suis Cécile Oudiette, je suis déléguée générale justement du club de Business Angels Marne-Ardenne, BAMA. Donc moi je ne suis pas investisseur, en revanche je suis le point d'entrée du club à la fois pour de futurs investisseurs et des projets et des startups en levée de fonds. Merci, on peut les applaudir aussi. On va démarrer. Je vais donc déjà appeler pour l'instant Alexandre. Si tu veux bien venir, Alexandre, présenter l'incubateur des Neoma, mais pas que. Et on peut l'encourager par vos tonnerres d'applaudissements. Il aime ça, il adore. Merci Sylvain, bonjour à tous. Merci à Innovac de nous recevoir aujourd'hui dans ces beaux locaux. C'était mes anciens voisins avant à l'incubateur de Neoma. Je comprends pourquoi vous êtes partis. Je vais présenter en 30 secondes l'incubateur de Neoma. On a 3 campus, un à Reims, un à Rouen et un à Paris. Le but pour moi, c'est d'accompagner tous les porteurs de projets qui sont étudiants à Neoma ou qui sont d'anciens étudiants de Neoma. Le but, c'est d'être passé par l'école de commerce. On les suit de l'idéation jusqu'au premier millier d'euros de chiffre d'affaires et après, on leur souhaite bon vent et on les accompagne au quotidien. Donc voilà. Dernière actualité, on a une dernière comité d'admission qui a eu lieu au mois de janvier où on a rentré 12 nouvelles startups. Merci. Merci. Cette manifestation est aussi, et on les remercie à chaque fois parce qu'ils sont présents, et j'ai oublié de les citer, c'est Matobren. Matobren, alors je pense qu'au titre de la presse, je pense qu'il n'y a que Matobren. Je t'ai vu tout à l'heure, où es-tu, Matobren? Elle est là-bas, elle est discrète, elle ne veut pas se montrer. Voilà, donc on remercie bien sûr Matobren à chaque fois de relayer ce qu'il se passe ici et à chaque fois de nous faire des belles pages et des belles présentations. Je te mets un peu de pression, mais je sais que tu aimes ça. Voilà, on va démarrer. Premier candidat. Donc, je vais appeler mon covoite et je vais appeler Jules Gauthier. Encouragez-le. Dès que ça a démarré. C'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Et je m'appelle Jules Gauthier. Et je vais vous présenter mon projet de start-up, mon covoite. Donc aujourd'hui, on a une matrice de problème à résoudre au niveau de la mobilité en France. C'est au niveau des coûts d'avoir une voiture. On a les coûts du train, bien sûr, qui sont de plus en plus chers à cause de l'augmentation du prix de l'énergie. Et on a toujours un problème en zone rurale au niveau d'accessibilité des gares, qui sont accessibles souvent qu'en voiture. Donc on est totalement, même avec des personnes sans permis qui ont une voiture, mais non plus de quoi posséder, etc. Donc aujourd'hui, on a des problèmes d'accessibilité ou de prix en France. Donc en théorie, la mobilité, c'est un problème à la semaine de nécessité et le week-end de loisirs. Donc après la théorie et la pratique, on va voir quelles sont les solutions offertes par l'industrie aujourd'hui. Donc au niveau d'un mapping de positionnement marketing, on voit qu'il y a 2 types d'opérateurs, courte distance et sur le catalogue bien sûr App Store, Android. On a les opérateurs courte distance qui vont plutôt s'occuper du domicile-travail. Et on a un opérateur majeur longue distance, donc sur l'occasionnel, qui se bat Blablacar. Donc on voit qu'on a un positionnement possible ouvert au niveau d'un opérateur 2 en 1. Donc c'est le projet Mon Covoite, c'est offrir sur le marché une solution 2 en 1, parce que juste on a la place et on peut le faire. Mon Covoite, c'est rendre le covoiturage plus intuitif et enrichissant. Donc c'est s'inscrire dans le quotidien des gens et favoriser les covoiturages entre personnes partageant en amont des points communs et un objectif commun. Donc au niveau de la communication, on est sur une communication écologique et humaniste. Il y a une place aussi là-dessus. Et en fait, en mission sous-jacente, on est sur la transition énergétique et les liens sociaux. Il y a un courant positif avec les objectifs gouvernementaux aujourd'hui. Donc l'État français veut multiplier par 3 en 4 ans les statistiques d'aujourd'hui au niveau covoiturage. Donc j'ai envie de vous dire que tous les feux sont au vert. Il n'y a que des points positifs au niveau communication, marketing et gouvernemental. Donc on a une mission.
Aujourd'hui, pour être rentable, on est sur une prise de commission, de la revente de données et analyse, la revente bien sûr des assurances qu'on est obligé d'avoir, et on peut accéder au marché du crédit carbone. Donc je vous remercie vraiment pour votre attention. Ça a été un plaisir de vous présenter aujourd'hui mon projet pour la première fois. Et notre mission, c'est d'offrir aux Français une liberté de mobilité durable, jamais atteinte en zone rurale. Et n'oubliez pas, votre route, c'est notre avenir. Merci à vous. Bravo, bravo. Ce qui est de bien, c'est que j'ai pas levé la main. Oui. Hein, du coup, vous avez vu, il a respecté le délai. Jury, c'est à vous. Je vous laisse un micro. Bah oui, vous n'avez pas de micro. Merci beaucoup pour cette présentation et bravo. J'ai une petite question. Pourquoi, selon toi, justement, Blablacar a fait 2 applications différentes? Eh bien, moi, j'ai observé, on va dire, que la première, ils sont arrivés en 2008. Donc, je pense que la grosse demande était au niveau plutôt de l'occasionnel. Personne n'était habitué à se dire de faire du covoiturage au quotidien. Et ils sont très vite allés quand même dans les bus. Je pense que c'était une mission première qui rejoint totalement le longue distance et l'occasionnel. Je pense que c'était beaucoup de fonds qui ont dû débloquer pour ça. Ils ont lancé aussi le covoiturage quotidien. Mais à vrai dire, je pense que mélanger les trois, peut-être paraît compliqué pour eux. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense qu'il n'y a pas d'impasse à cette solution. Alors, du coup, la question, elle va rejoindre un peu la première. Est-ce que c'est la même clientèle que l'on va avoir le week-end, la semaine? Est-ce que c'est la même typologie de clientèle aussi que l'on aura pour le pro et pour le perso? Eh bien, au niveau des profils, en fait, ça peut être la même clientèle. Je pense qu'il n'y a pas de généralité à faire. En tout cas, nous, en ce moment, on est plutôt sur une course aux nouveaux conducteurs, donc sur des gens pas inscrits par rapport au certificat d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on distribue une prime de 100 € en ce moment dans le covoiturage et c'est permis qu'aux gens qui n'ont pas encore obtenu la prime. Donc là, aujourd'hui, on serait plutôt sur une course à des nouveaux conducteurs qui amèneraient du coup de nouveaux passagers, on espère. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt ça le cas. Et en termes justement d'acquisition de clients, en fait, comment vous allez vous y prendre? Alors nous, on est plutôt au niveau de la cible, on est plutôt sur l'étudiant, parce que en soi, c'est légitime par rapport à ma place même d'étudiant. On a plusieurs axes possibles, mais honnêtement, en commençant avec Neoma, etc., on pourrait vraiment répondre aux besoins en ce moment de mobilité qu'il y a en zone rurale et dans tous les étudiants qui essayent de rentrer chez eux et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc pour nous, la cible parfaite aujourd'hui, ça serait, pour la pénétrer le marché, ça serait les étudiants, effectivement. Sur la phase de développement, je suppose que l'une des clés, c'est le nombre d'utilisateurs. Quel serait en nombre d'utilisateurs le palier pour avoir une couverture qui permette d'assurer un covoiturage pour tout le monde? Je n'ai pas vraiment compris la question. Imaginons qu'il n'y ait que 20 personnes qui soient inscrites. Oui. Je cherche un covoiturage. La probabilité pour que j'ai le covoiturage qui corresponde à mon besoin devient excessivement faible. Donc à partir de quel moment on estime qu'on a suffisamment d'utilisateurs pour répondre globalement à la demande? En soi, du coup, j'ai pas le chiffre en soi de la probabilité. Et donc, on est plus sur une démarche en fait micro, en local. C'est-à-dire d'abord en fait de s'implanter en local, de répondre déjà à une offre et une demande, par exemple sur Neoma, sur 3 campus. Donc normalement, il n'y aura pas ce problème-là qui se présentera. La probabilité, je l'aurai du coup peut-être après. Mais on est sur une stratégie plutôt calme, locale, pour pas avoir ce problème. Non, pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que c'est ce qui est compliqué en fait dans les places de marché, c'est toujours faire le lien en fait entre les deux. Là ici, on a des drivers, on a des voyageurs, donc on est sur une plateforme C2C, consumer à consumer. Et c'est vrai que ce qui va être le plus difficile au début, ça va être d'avoir les drivers, parce que c'est ça qui va faire venir les voyageurs. Du coup, est-ce que vous avez commencé à lancer un petit peu vous avez un peu des datas à nous partager, des insights? Aujourd'hui, je suis plutôt seul, on va dire. Donc, j'ai bien sûr, même avec mes études, etc., j'ai pu un peu faire peut-être un 180 degrés au niveau market, com, etc., de ce qu'on devait présenter. On a une application déjà designée, on a du prototype déjà designé, mais pas produit encore. Je suis en recherche d'associés au niveau développement. Ça fait déjà quelques temps, c'est pas facile. Et donc, voilà. Pour l'instant, on est plutôt sur l'application, on l'a en tête. Elle fonctionne quand même techniquement pour s'implanter en local, c'est la stratégie par rapport justement à la crainte qu'il y a.
Pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, votre entreprise n'est pas encore créée. C'est ça. Voilà. Et au-delà de ça, comment les business angels, nous, on peut vous aider en fait pour développer cette entreprise? Est-ce qu'elle sera créée à Reims? Eh bien, aujourd'hui, mon seul besoin en soi, ça serait justement soit d'accéder à des fonds pour aller voir une agence de développement ou de tout simplement avoir un développeur ou un business angel qui est développeur et qui pourrait m'accompagner. Mon besoin, il est limite unique là-dessus. Alors, il y aura au moins un deuxième besoin, c'est qu'il va falloir commercialiser. C'est bien d'avoir un super produit. Maintenant, s'il n'a pas de client, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Pas de client, pas d'ennui, mais pas de chiffre d'affaires. Imaginons, on a cette chance aujourd'hui, un coup de baguette magique, et la trésorerie a autant de zéros, avec un chiffre de vent quand même, que ce dont on pourrait rêver. Quels seraient les montants nécessaires pour mettre sur orbite mon covoit? En soi, je suis parti d'une stratégie, du coup, voilà, en passant par des écoles, pour pas avoir un gros budget au début et tester les MVP, comme je dis, avec une école, des campus en local. Donc, j'inclus pas dans cette idée des besoins on va dire, monétaires pour la com. Ce serait plutôt voilà, des besoins que au niveau dev. Et en soi, j'ai un bon contact dans une agence à Madagascar en soi. Je n'ai pas encore de contact à Reims. Donc moi, je sais que pour moins de 50 000 € largement, on peut vraiment déjà faire un premier palier très intéressant. Et peut-être aussi là où on peut t'aider, c'est peut-être te mettre en relation avec voilà, des Blablacar, des gens qui ont travaillé chez Blablacar ou autres, justement qu'on a pu voir un peu sur la carte avec tous tes concurrents pour justement apprendre aussi de leurs erreurs et voilà, des choses aussi qui ont pu mettre en place. Avec plaisir. Il y a peut-être pendant que le jury, une seule question. Quelqu'un aurait-il une question dans le jury? Super. Bon, ben voilà. De temps en temps, je donnerai la parole au public pour que le jury puisse reposer un peu. Alors, donc, je comprends très bien qu'une partie du chiffre d'affaires est générée par la vente de crédits carbone. Aujourd'hui, est-ce que mon covoit valorisera les crédits carbone par lui-même ou on va dire confiance à un intermédiaire qui prendra également une marge substantielle sur cette vente de crédit carbone? Comment tu vois la stratégie de la vente de crédit carbone qui, du coup, est une grande partie du chiffre d'affaires que tu souhaites générer? Bon, en soi, je n'ai pas encore une connaissance honnêtement très mature du crédit carbone. Je sais juste qu'on a pu excéder et je ne saurais pas trop vous dire. J'ai cherché de mon côté à même savoir les prix, comment on achète, comment on revend, enfin comment tout se fasse. Je sais qu'il y a un dispositif d'État au niveau du covoiturage, mais je n'ai pas plus d'informations sur du trader. Je reste à ta disponibilité pour t'aiguiller avec là-dessus. Plaisir, avec plaisir. Très bien. Peut-être une dernière question pour le jury, si vous avez. Non, c'est bon. Eh ben, on va l'applaudir très très fort. Je vais reprendre le micro. Normalement, il n'y avait pas fini. Il en restait un bout, hein. Eh ben, il en restait un bout. Voilà. On est revenu. Avant que Pépite parle et Alexis, je vais demander à Aurore. Aurore, veux-tu bien venir sur scène et nous présenter, alors tu n'as pas de candidat là parce que tu es en pleine période de recrutement, mais au moins présenter l'actualité du village. On peut l'applaudir et l'encourager, Village Baïstéa. Oui, effectivement, le village n'aura pas de candidat sur cette édition puisqu'on a eu un comité de sélection la semaine dernière. On a 3 nouvelles startups qui sont en train d'arriver. Et bon, c'était un peu juste pour elles pour se préparer pour cette édition, mais on les retrouvera très bientôt. Donc au village Baïséa, on dispose d'équipements pour accueillir les startups, des bureaux, des salles de réunion, des postes de travail en coworking. Et donc, il suffit d'aller sur le site pour avoir toutes les informations et venir nous rejoindre quand vous voulez. Merci Aurore. Je vais demander à Alexis de venir me rejoindre avant de présenter son candidat. Alexis, présente-nous Pépite. Merci. Du coup, Pépite est une structure qui a été initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014. Donc on a 10 ans cette année. Et nous, on accompagne tous les étudiants qui sont porteurs d'idées ou de projets de création d'entreprise, à n'importe quel stade d'avancement. Où nous trouver ici, comme ça a été dit au début, on a rejoint les locaux de Reims Nouvelle Air début janvier.
Pour finir sur l'actualité, on espère toutes vous retrouver le 10 avril prochain, puisqu'on fera une soirée de lancement de l'entrepreneuriat étudiant, et on espère toutes et tous vous voir ici dans ces locaux. Eh ben, on y sera. Merci, Alexis. Je vais donc accueillir pour Pépite Cépage, Augustin Ezeli et Adrien Marchand. Ah, t'es tout seul. Bon, eh ben c'est Je te laisse la petite zapette. Et quand tu veux, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de me recevoir. Je suis Augustin Ezeli, futur cofondateur de Cépage avec Adrien Marchand, le porteur de notre projet. Et aujourd'hui, je suis prêt à parier avec vous. Prêt à parier que la plupart d'entre vous utilisent plus d'une dizaine d'applications au sein de son entreprise. Et pour cause, une étude prouve que 80% des entreprises utilisent entre 11 et 50 applications quotidiennement. C'est un problème. Pourquoi ? Parce que imaginez que chaque utilisateur qui se déconnecte d'une application met 15 minutes à se concentrer à nouveau. Et je ne vous parle pas du temps de formation. On a donc sondé des TPE et des PME sur ces problématiques d'organisation interne. Et le résultat qui sort est un besoin profond d'efficacité, d'efficience, de gain de temps et aussi de proximité, avec le conseiller qu'ils ont en face d'eux. Et si je vous disais qu'on peut répondre à cette problématique avec une seule application? Et si je rajoutais que cette application est manipulée par 2 experts qui vous proposent une solution tout en un, entièrement personnalisable et le tout plus rentable que vos 11 logiciels, voire 50? Eh bien, efficacité, gain de temps, gain d'argent, je dis let's go. Let's go, pourquoi ? Parce qu'on prend appui sur un logiciel qui s'appelle Notion. C'est un puissant outil no-code et open source de productivité qui est sorti en 2018, qui est utilisé aujourd'hui par des entreprises comme Capgemini, Quanto ou encore Station F. Et pour vous donner la preuve en image, voici à quoi ressemble une page Notion vide et voici à quoi ressemble la page Notion de notre première cliente. Pour vous donner le contexte, elle nous a demandé un logiciel de gestion des stocks, alors c'est ce qu'on lui a fait. On lui a proposé une gestion de ses commandes fournisseurs, de ses commandes clients, de ses facturations, un référencement de ses produits et en plus de ça, un suivi en temps réel des commandes qu'elle a à préparer. Pour la petite anecdote sur la genèse de notre projet, un jour j'entends Adrien parler du fait qu'il veut devenir formateur sur la plateforme Notion qu'il a mise en place au sein de son entreprise de stage. Et faisant moi-même un stage au sein d'une boîte qui propose des logiciels, je l'ai interpellé sur sa capacité à développer une page Notion pour d'autres boîtes. Et de fil en aiguille, je me tiens devant vous aujourd'hui et nous en sommes tous les deux très fiers. Je vais terminer mon discours par la présentation succincte de notre business plan. En soi, nous souhaitons attaquer ou conquérir plutôt les PME et les TPE de la région, puis plus largement s'orienter vers Paris éventuellement et en France in fine, des TPE et des PME qui rencontrent les problématiques que je viens de vous exposer. Si je devais résumer notre projet en 3 phrases, je dirais qu'on a une solution maîtrisée par 2 experts qui vous offre une infinité de possibilités. Alors je vous propose d'optimiser votre workflow avec nous. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Il restait 3 secondes. Eh ben, le respect du temps, j'aime ça. J'espère que vous passez un bon moment derrière votre écran. En tout cas, moi, je passe un très bon moment. On va laisser maintenant la parole au jury. C'est parti pour les questions et je reprends la petite zapette. À vous, messieurs, mesdames et messieurs du jury. Alors effectivement, bravo pour le respect du timing, puisque c'est un exploit. 3 minutes chrono. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir en fait sur les avantages de votre solution future par rapport à Notion? Bien sûr. Dans le cadre l'entreprise utilise plusieurs applications, on se rend compte que la première problématique est la perte de temps. On se rend compte de cette problématique-là, on se rend compte aussi que Notion, derrière, lui, peut permettre en une seule application de rassembler tout un tas de fonctionnalités, qu'elles soient RH, marketing, commercial, gestion des stocks, comme on l'a vu tout à l'heure, voire même de la formation en interne, type LMS. En fait, l'avantage de Notion, qui est un logiciel open source, c'est qu'on peut le coder de la manière qu'on souhaite.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une puissante réponse à la problématique du client et parfaitement adaptée à ses enjeux. Si on est dans une boîte qui a des enjeux marketing, bon, eh bien, les premières dispositions qu'on mettra en place sur Notion seront des dispositions marketing. Et donc, l'avantage derrière, c'est non seulement de faire gagner du temps à ces entreprises, mais en plus de leur permettre d'avoir une application qui les aide à communiquer de manière interne plus efficacement. Mais alors, si, c'est pareil, j'ai besoin encore de comprendre. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent énormément de logiciels. Voilà, le Salesforce pour l'équipe, les commerciaux, Figma pour l'équipe product. Et c'est vrai que moi, j'ai été dans cette position où, à un moment donné, on regarde dans notre PNL, on regarde tous nos coûts et on se dit, oh là là, on a trop de logiciels utilisés par trop de personnes. Et voilà, c'est un vrai casse-tête de se dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Qui l'utilise vraiment? Et après, de faire des cuts et voilà, de se dire... on va en utiliser que 2 ou 3, ce qui est toujours très difficile. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'avec Figma, Figma peut remplacer tous ces Notion, logiciels. Oui. Notion peut remplacer tous ces logiciels. Notion peut remplacer dans une certaine mesure, oui. On peut très facilement remplacer un grand nombre de logiciels. Ensuite, on n'a pas été encore placé sur un cas qu'on ne peut pas traiter. Aujourd'hui, le cas de notre première cliente est en cours de traitement. On y arrive très bien. Et dans le cadre de la mise en place de Notion au sein de l'entreprise de stage d'Adrien, ça se passe aussi très très bien. Il y a du CRM, du marketing, de la gestion des stocks. Pour information, Adrien travaille dans une cidrerie ardennaise. Et donc vous imaginez la mise en place d'un logiciel dans une cidrerie. On se dit, bon, un logiciel tout en un pour une cidrerie, je ne sais pas, mais en fait si, ça fonctionne très très bien. Donc finalement... n'importe, entre guillemets, voilà, toutes les personnes qui savent bien utiliser Notion pourraient faire ce que vous allez faire. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a posé comme première question à notre sondage, est-ce que vous connaissez Notion? La plupart connaissent. La seconde était, est-ce que vous maîtrisez Notion? Et la majeure partie ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel à partir duquel on lance, en fait. Et on est lâché dans le logiciel, on n'a pas de guide, on a des tutos sur Internet, alors il faut se former. Et in fine, les gens, en tout cas notre cible, n'est pas à l'aise avec Notion de base. Bien sûr, on pourra les former par la suite pour qu'ils procèdent à leurs propres évolutions de plateforme, mais l'objectif est d'introduire la plateforme chez eux, de les faire gagner en autonomie, de les accompagner s'ils le veulent ou de leur donner... Exactement. C'est ce que j'allais dire, donc c'est une société de service. Tout à fait. Donc il n'y a pas... Et est-ce que vous recherchez des fonds aujourd'hui? Pour l'instant, on ne recherche pas de fonds. Effectivement, aujourd'hui, je suis là devant vous pour déjà faire connaître notre projet, tout d'abord. Créer du réseau, bien sûr, parce que c'est l'avantage d'une ville comme Reims. Il y a énormément de TPE, énormément de PME. Et en fait, je pense que notre stratégie d'accroissement en fait, de fichiers clients, ça va reposer dans le networking, dans l'échange, dans les participations à des événements comme celui-ci aujourd'hui. Ok, très clair, merci. Je vous en prie. Alors, je vais essayer d'être pragmatique, terre à terre. C'est quoi sûr. le business model pour croître? Quelles sont les sources de revenus, les sources de coûts, voilà, comment tout ça Bien sûr. Alors avec le stress, je vous l'avoue, ça fait partie de mon discours, hein, mais j'ai tout à fait oublié de le dire. On sera rémunéré sur la base des heures passées au développement du logiciel, puis rémunéré additionnellement sur les heures passées au support technique, aux demandes d'évolution et bien sûr à la formation. Donc on est sur des revenus uniques au moment de la création, mais il n'y a pas de revenus récurrents. Il n'y a pas de principe d'abonnement. Aujourd'hui, si on prend Microsoft, tous les mois, on passe à la banque. Je suis d'accord avec vous. C'est un sujet. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse dans ce sens-là. On cherche à en trouver. Mais je vous avoue que n'ayant pas de réponse concrète, je préfère pas vous dire oui, on va faire un abonnement et inventer quelque chose. Peut-être une question au niveau du public pendant que le jury continue à réfléchir. Est-ce qu'il y aurait... Ah, t'es pas le public, toi. Je l'accepte quand même. On l'accepte quand même. Alexandre, je crois que tu voulais dire quelque chose. Alexandre, je te laisse la parole. Merci. Je voulais juste savoir la différence par rapport à un site SAP ou alors à la mise en place d'un logiciel comme Odoo où toutes ces fonctionnalités-là sont déjà mises en place. Je voudrais voir pour comprendre. Alors la différence d'abord, c'est la proximité avec le client. Ça a été le témoignage de notre première cliente. On lui a fait la livraison de la première version de sa plateforme et je lui ai demandé un retour sur notre échange. Elle nous a dit déjà, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui écoute quand on parle et qui simplement ne nous lâche pas un logiciel et nous laisse poireauter au service client. Donc premier point, la proximité.
Le deuxième, c'est la réelle personnalisation de l'offre, c'est-à-dire qu'on réalise un audit en fait, des logiciels utilisés par l'entreprise et donc des stratégies liées à ces logiciels. Et in fine, on adapte Notion de façon à ce qu'il réponde parfaitement aux besoins du client. Là où d'autres logiciels vont avoir des packages de base qui demanderont à ce que le client s'adapte autrement ou s'adapte au logiciel. Nous, c'est le logiciel qui s'adapte réellement au client. Pas de questions? Eh ben, on va t'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Super. On va continuer. Hop. Je fais 2-3 petites manips. Juste, c'est vrai, j'ai démarré, j'ai présenté tout le monde. Je ne me suis pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui sont derrière leur écran, passe devant moi, Alexis. Tu as raison. Donc voilà, ceux qui sont derrière leur écran. Sylvain Marie, je suis le fondateur du Grand Pitch et l'animateur, et j'ai réussi à réunir autour de moi l'écosystème parce que c'est important. Ils ont tous suivi. Et au bout de cette 9e édition, je trouve que c'est une belle réussite parce que c'est une réussite collective. Et ça fait partie de mon ADN de dire on construit ensemble. Je suis chef d'entreprise. Je fais partie aussi des Business Angels Marne-Ardenne, mais je ne fais pas partie du jury. Je fais partie des Business Angels Marne-Ardenne et je suis aussi élu à la Chambre de commerce et président de la commission création-transmission par la CCI Marne-Ardenne. Je vais inviter justement à ce titre Arnaud à venir me rejoindre. Il va présenter la CCI, le fera mieux que moi et nous dire quelques mots sur la Chambre de commerce. On n'avait pas de candidat aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas présenter. On fait partie des structures qui organisent cet événement. Je te laisse la parole, Arnaud. On peut aussi l'applaudir, il le mérite. Merci Sylvain, bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Collignon, Chambre de commerce et d'industrie Marne-Ardenne. Vous avez compris, il y a un nouveau libellé, c'est Marne-Ardenne depuis janvier, donc 2 départements. Je pense que la prochaine fois, on aura peut-être l'occasion d'accueillir l'événement dans les Ardennes. Donc pour information, la Chambre, comme Sylvain l'a dit, on est là pour accompagner toute personne qui a un projet de vie professionnelle, création, reprise, dans le secteur du commerce, de l'industrie ou des services. Donc ça se concrétise comment? Par des ateliers, ça se concrétise par des entretiens, des rendez-vous. L'accompagnement se fait dans nos locaux ou dans des visites sur site. Et puis on a des opérations où on accompagne aussi à réaliser les formalités administratives. Parce que pour certains, c'est un peu, on va dire, un peu compliqué. Donc nos missions, on va jusqu'à l'immatriculation, on accompagne en phase de suivi et tous les projets de développement, que ce soit de l'investissement, l'accompagnement sur toutes les autres thématiques peut-être un peu plus compliquées, qui parle peut-être pas à tout le monde, mais l'accessibilité et autres. Donc, on est là pour tout. En termes d'événements, des ateliers qui sont à programmer, ce qu'on appelle les starters entrepreneurs. La journée des réseaux, mais ça, je laisserai plutôt Sylvain en parler. Et puis, des ateliers qui se montent de façon régulière en fonction de l'actualité. Voilà. Merci Arnaud. Merci. Hop là. Voilà, on va y arriver. Surtout, mettez-vous bien en arrière pour ceux qui montent. J'ai oublié de le préciser, je n'ai pas voulu couper. Mettez-vous bien. La caméra étant là, c'est important de bien se mettre dans le fond et aussi de parler assez fort dans le micro, même si on répond au jury, parce que dans le fond, on a aussi besoin de vous entendre et des fois, en répondant, on a le jury qui est devant, mais ceux qui sont au fond ont aussi besoin d'entendre et les questions et les réponses. J'appelle maintenant Charles, je pense que c'est encore à toi, Innovact. Avant de présenter le candidat que je ferai moi-même. Voilà, Charles, je te redonne la parole à nouveau. Merci Sylvain. Eh bien, bonjour à tous du coup. Bonjour aux retardataires, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Je vois que vous êtes debout, n'hésitez pas, il reste des places devant. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces magnifiques places aux premières loges. Du coup, Innovact, qu'est-ce que c'est? Innovact, donc incubateur de start-up du territoire qui rayonne sur le territoire marnais, où on accompagne des porteurs de projets sur 3 principales missions. La structuration de l'entreprise, parce que souvent on a affaire à des personnes du cadre d'ingénieurs, de chercheurs, etc., qui ont un vrai besoin dans l'expertise de la structuration de l'entreprise sur les bases de l'entrepreneuriat. Donc première mission, la structuration. Deuxième mission, le financement, trouver les bons financements au bon moment pour accompagner nos startups. Et enfin, la 3e mission principale, c'est la mise en relation avec l'écosystème. Donc il y en a une partie qui est présente aujourd'hui, on en est ravis. Et donc voilà, une des forces aussi d'Innovact, c'est qu'elle appartient à un réseau d'incubateurs Quest for Change, un réseau d'incubateurs régional dont fait partie Rabotech,
qui vous sera présenté par Clara juste après. Donc voilà, qui permet d'avoir un réseau de plus de 270 startups sur l'ensemble du Grand Est, alors que sur Reims, Innovax, c'est 40 startups. Voilà. Merci. Merci Charles. On va lui faire un tonnerre d'applaudissements. On va accueillir maintenant pour Innovact, je ne me trompe pas, Mobius Technologies et Thomas Rung. C'est un prénom germanique, il n'est pas si compliqué que ça. Donc Moebius Développement, effectivement, Moebius Technologies, on va présenter aujourd'hui. Alors merci beaucoup de me laisser l'opportunité de présenter Moebius Technologies. Moebius Technologies, c'est aujourd'hui trois associés qui portent dans leurs valeurs une chose importante, l'innovation, le développement et le BSP. Je suis Émeric Thomas, ingénieur mécanique fluide et détenteur du brevet Vinifresh, solution passive de refroidissement de jus de raisin. Le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens paysan. Très simplement, ce bon sens paysan qui permet d'identifier sur cette courbe qu'aujourd'hui, les vendanges ne se font plus pendant l'automne. Les vendanges se font aujourd'hui pendant l'été. L'inconvénient de faire les vendanges pendant l'été, c'est qu'il fait chaud. Le raisin est chaud et du raisin chaud fait du jus de raisin chaud. On ne veut pas boire du vin chaud en Champagne, on veut boire du champagne et on veut conserver ses qualités organoleptiques. La seule solution pour parvenir à ça, c'est qu'il va falloir se poser la question de la transition environnementale, du champagne et éventuellement son refroidissement. Aujourd'hui, les technologies de refroidissement, elles existent, mais elles sont toutes, sans exception, impactantes pour l'environnement, énergivores et avec une pérennité dans le temps très faible. La seule solution aujourd'hui qui est pérenne, orientée vers le développement durable et efficace, c'est Vinifresh. Vinifresh, c'est un échangeur qui permet d'absorber l'énergie du jus de raisin au moment de sa période estivale et de la restituer à un matériau extraordinaire qui est la glycérine végétale. Ce matériau à changement de phase fond comme le glaçon dans votre verre en été, sauf que là, au contact du jus de raisin, la glycérine va absorber l'énergie de celui-ci. Vous voyez sur le graphique, le jus de raisin rentre à 28 degrés et ressort à 20 degrés sans aucune consommation d'énergie. Ça, ce n'est pas un miracle, c'est juste de la physique et de la chimie. Aujourd'hui, notre échangeur est conçu entièrement en Grand Est. La partie chaudronnerie est faite dans les Vosges et la glycérine végétale, ce produit extraordinaire, est issu des agrocarburants de l'Aube. C'est entièrement un produit Grand Est et on en est très fiers. La marge aujourd'hui de chaque échangeur, c'est 50%. Un échangeur aujourd'hui, c'est 50 000 € à l'achat, 25 000 € à la conception. On a la chance d'avoir une possibilité de leasing sur ce produit puisque c'est un équipement qui est utilisé que 10 jours par an, uniquement pendant la période de vendange, et c'est tout à fait un vecteur qu'on souhaite développer. Enfin, le marché viticole est énorme en France et en Europe. 43% du vignoble mondial est en Europe. 760 000 hectares uniquement en France. Donc la démarche du vignoble est extrêmement grande. L'objectif, c'est de développer Vinifresh en Champagne, de l'ancrer ici, mais de le développer pour la France et l'international. On a eu le droit d'avoir un prix à l'innovation sur le dernier salon Vitef international du vin effervescent. Enfin, le chiffre d'affaires, un bon développement avec un objectif d'1,2 million et 3,5 millions. Merci beaucoup pour le gong de fin. Merci. Tu es le premier. Il en fallait un, tu es le premier, mais je te rassure, tu vas pouvoir te récupérer avec le jury. Mesdames et messieurs du jury, c'est à vous. Ils ont le micro. Alors on se posait des questions sur l'état d'avancement. C'est le moment où le jury est sympa. Donc vas-y. Après. Alors effectivement, l'état d'avancement, merci beaucoup de poser la question. Donc aujourd'hui, le brevet est déposé, on a le design industriel qui est fait, on a commencé la commercialisation suite au salon Vitef, on a 30 intentions de commande aujourd'hui à honorer à partir de cette année et de l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est de livrer 10 échangeurs pour la campagne de vendange 2024. Donc aujourd'hui, on va installer les 2 premiers échangeurs en avril prochain. Donc on est sur cette étape-là.
Alors, on va faire un tout petit peu de techno, mais l'échange thermique, ça a longtemps été ma vie. Quelle est la différence avec un échangeur thermique? Parce que là, on est très proche d'un tubulaire, avec un platulaire, avec un échangeur à plaque. Alors tout à fait, en fait on est vraiment sur un échangeur tubulaire inox, c'est-à-dire qu'on fait passer le mou de raisin à l'intérieur. La seule technologie que nous on va utiliser, c'est le changement de phase de notre matériau miracle qui est la glycérine végétale. Elle fond à 18,3 degrés, la glycérine végétale. 1 kg de glycérine végétale va absorber 70 watts d'énergie. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous faites bouillir de l'eau de 10 à 90 degrés pour faire vos pâtes, c'est à peu près la même absorption d'énergie que notre échangeur. Donc nous, on va se servir de cette capacité d'absorption d'énergie de la changement de phase, de l'état solide à l'état liquide, donc la fonte de la glycérine végétale, pour emmagasiner l'énergie la journée, pour la restituer la nuit et ainsi recommencer dès le lendemain. Ce cycle est aujourd'hui inusable, inépuisable et le mieux, c'est qu'il n'y a pas d'usure. Alors moi, j'ai pas passé une ancienne vie avec des échangeurs thermiques, donc je voulais juste avoir quelques précisions. Vous vendez en fait à des producteurs donc, de vin. C'est un seul instrument. Ils ont besoin de plusieurs dispositifs. Comment ça se passe en fait les ventes? Alors en fait, cet échangeur, il est lié au pressoir. En fait, on va vraiment avoir cet organe de vendange qui s'appelle le pressoir. Nous, on va être un pressoir pour un échangeur. On va être très lié à cet organe-là, puisque au moment où le pressoir va commencer à fonctionner, on va commencer à refroidir naturellement les premiers jus qui commencent à couler, qui sont les plus chauds. Pour vous donner un ordre de grandeur, la température record qui était enregistrée avant cette année, c'était 28 degrés. Cette année, on a eu 35 degrés à l'écoulement des jus, ce qui était absolument non vu et incroyable. Bravo en tout cas pour cette innovation. Merci. Ça met combien de temps à fabriquer entre la conception, le design, le manufacturing? Donc, question 1. 2, combien de temps ça va durer si je me mets à la place de celui qui a le pressoir? Combien de temps mon outil va durer dans le temps? Est-ce qu'au bout de 2 ans, il va plus marcher? Est-ce qu'au bout de 3 ans? Et troisième question, quelle est ta vision roadmap à long terme? Est-ce que c'est de faire une V2? Est-ce que c'est de faire un autre outil qui répondra à une autre problématique? Alors aujourd'hui, on va reprendre nos questions dans l'ordre. On a un délai de fabrication de 10 semaines entre le moment où on a la prise de commande de l'échangeur et le délai de livraison. En fait, c'est l'achat de l'inox, l'approvisionnement de l'inox. Avec une commande plus grande, on pourrait acheter de l'inox en plus grosse quantité, mais aujourd'hui, il vaut mieux acheter l'inox au fur et à mesure que de spéculer sur les cours de l'inox qui peuvent être un jeu risqué. Donc on a 10 semaines de délai. Le gros avantage, c'est qu'on a une commande à la signature de 50%. Qui nous permet de payer la fabrication avec le chèque d'acompte. Donc on a finalement un besoin en fonds de roulement qui est assez faible puisque le chèque d'acompte va couvrir les frais de conception. Et ensuite, la conception, 10 semaines, on vient livrer et ensuite on met en service. Le délai, aujourd'hui, on l'estime à 50 ans de durée de vie. C'est uniquement la durée de vie de l'inox qui nous est garantie par le chaudronnier. Donc aujourd'hui, on a possiblement une durée de vie avec un entretien régulier au-delà des 50 ans. Mais en tout cas, les 50 ans, c'est la garantie qu'on peut apporter, qui est celle de l'inox. Alors, fabriqué dans les Vosges par un chaudronnier dont c'est le métier. Il est chaudronnier industriel et donc il manipule l'inox à longueur de journée. L'objectif, c'est de certainement démultiplier dans la roadmap, et pour répondre à la dernière question, d'aller peut-être démultiplier ces centres de fabrication pour les rapprocher des besoins, avoir un chaudronnier certainement dans le Bordelais qui va prendre plutôt la marché bordelais, un chaudronnier certainement sur la partie espagnole, puisque la demande espagnole est extrêmement forte sur la partie de refroidissement. Vous imaginez bien que nous, on a chaud, mais eux, c'est pire. Et également la même chose en Italie. Donc on va essayer de dupliquer cette dualité entre le concepteur chaudronnier et le marché, d'autant plus que généralement les chaudronniers inox sont très bien connus sur leur marché vinicole. Donc l'idée, c'est de toujours se servir de leurs clients pour présenter le produit et ainsi avoir un vecteur de roadmap national et international assez facile déjà sur la chaîne européenne. L'heure de la levée de fonds a sonné. Combien?
Et, Pour faire et ben quoi alors, étant donné qu'on a un BFR très faible, aujourd'hui, la logique, c'était vraiment le lancement et l'approvisionnement des premiers échangeurs. Une fois qu'on a encaissé les 2 premiers chèques de commande des 2 premiers échangeurs, on va dire qu'on a un schéma qui s'auto-alimente assez naturellement. Après, ce qui va être, nous, le gros enjeu, ça va être le commercial, le support commercial et le développement sur la partie Bourgogne, Bordelais. Et là, on va être sur des contrats de distribution sur lesquels on a déjà eu énormément de demandes suite au VITEF de distributeurs pour venir vendre notre échangeur là-bas. On n'a pas encore entamé les démarches de négociation car on dit nul n'est prophète dans son pays, mais on aimerait bien quand même avoir des échangeurs en Champagne, d'autant plus que l'appellation Champagne est une renommée internationale et c'est le tampon sur l'appellation la plus compliquée à avoir au monde. Vas-y. Donc pas de levée de fonds ou Pas de levée de fonds. D'accord. Pas maintenant, il y en aura peut-être une, mais en tout cas, dans une roadmap d'ici à 2025, en tout cas, avant qu'on fasse l'international, on n'ira pas sur une levée de fonds. Peut-être pour la partie internationale, on en aura besoin pour gagner le marché espagnol et italien. Mais pourquoi pas à la recherche quand même d'un advisor à vos côtés si c'est quelqu'un qui a un très gros réseau et qui va pouvoir vous aider sur la partie commerciale. Oui, aujourd'hui, très clairement, la partie déploiement de la stratégie commerciale et une limite, un plafond sur lequel on a alors l'incubation individuelle au sein d'Innovact qui va, j'imagine, jouer son rôle, car je suis incubé depuis maintenant 3 semaines, donc on va dire que ça n'a pas encore porté ses fruits. Mais voilà, il y a des gros enjeux sur Innovact pour cet accompagnement. Et évidemment, par la suite de soutien, on en a toujours besoin. Peut-être une question, et ça serait la dernière pour le public. S'il n'y en a pas, je clôt. C'est une dernière question, ça sera la dernière. Sébastien. Alors, ce ne sera pas vraiment une question, mais il y a 2 choses. C'est qu'effectivement, le coût de commercialisation, vraiment pas à négliger, parce que sur ce type d'univers, il va être plutôt élevé. On va parler de coût d'acquisition client à plusieurs milliers d'euros par client, hein, donc ça va très très vite grimper. Et je vais revenir sur les 50 ans. Vous ne pourrez jamais atteindre 50 ans pour une raison simple qui est l'intégrité d'un échangeur, qui est une obligation contractuelle. Vous allez avoir une obligation légale. Et l'inox va percer bien avant les 50 ans. Donc il va falloir prévoir aussi des tests d'intégrité, etc. pour pallier à ça. Donc pensez, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un autre canal de revenus qui va être la maintenance et le contrôle des équipements. Oui, on me l'a susurré de temps en temps en disant voilà. Et puis, une récurrence, ce serait pas mal. Et puis du coup, on échangera parce que j'ai peut-être 1 ou 2 trucs pour pouvoir vous aider sur le sujet. Avec grand plaisir. Eh ben, on l'applaudit très 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 fort. On va arriver presque à la moitié, donc on est bien. Je vais donc demander maintenant, c'est à Sarah de Eno Tourisme Labs de bien vouloir venir. Juste avant, je vais demander à Sarah, Eno Tourisme Labs, de venir présenter. Donc, font partie des partenaires. Et Sarah vient d'arriver à Eno Tourisme Labs, donc voilà, soyez indulgents. Je te laisse la parole. On l'applaudit, ça va l'encourager. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je suis nouvelle à l'Eno Tourisme Lab. Nous sommes situés à Châlons-en-Champagne et on existe depuis 2019. L'Eno Tourisme Lab est membre du réseau France Tourisme Lab et on accompagne ou on accompagnera des startups dans le monde, dans le secteur Eno. Donc, c'est le premier lab national dédié à l'innovation œnotouristique. Pas de projet à présenter aujourd'hui puisque je viens d'arriver, mais la préparation du prochain appel à projet. Donc n'hésitez pas, vous avez des projets œnotouristiques et innovants, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci. Avant d'accueillir donc le candidat, cette fois-ci pour Rimbotech, je vais demander à Clara, de bien vouloir venir présenter. Et toujours pareil, faites-lui plaisir, applaudissez-la. Merci. À toi. Bonjour à tous, Clara Lourdelet, je suis chargée d'affaires à l'incubateur d'excellence Rimbotech qui est situé à Charleville-Mézières.
Donc nous sommes confrères avec Innovact, eux sur la Marne et moi dans les Ardennes. Nos missions sont les mêmes, accompagner les porteurs de projets de l'idéation jusqu'à l'exécution, l'objectif étant d'amener les porteurs de projets à une entreprise qui est viable et pérenne avec une autonomie financière. Pour ne pas répéter ce qu'a dit Charles, je vais compléter ces dires en disant que nous sommes des incubateurs généralistes. Néanmoins, nous avons 3 couleurs, l'industrie, la santé, la bioéconomie. Et notre actualité à nous, à Rimbotech, c'est le lancement de notre 12e appel à projet. Donc si vous êtes porteur d'un projet innovant ou si vous connaissez quelqu'un qui a un projet innovant dans les Ardennes, n'hésitez pas à contacter Rimbotech. Merci. Merci. Pendant que j'y pense, et on l'a souligné tout à l'heure, la prochaine manifestation donc, du Grand Pitch, je le dis pour vous qui êtes ici et je le dis pour ceux qui sont derrière leur écran, ça sera le 16 mai, qu'on me corrige si je me trompe, mais le 16 mai, et ça sera là pour la première fois à Charleville-Mézières, et donc sous l'égide de Rimbotech, et dans les locaux de la Chambre de commerce des Ardennes, donc à Charleville-Mézières. Donc c'est pas si loin que ça, c'est une belle ville, et donc je compte sur vous pour venir aussi nombreux, vous verrez et vous découvrirez cette belle ville de Charleville-Mézières. Pour Rimbotech, cool roule, on va l'applaudir, Thomas Rung, ou Rung, c'est ça? Rung. C'est à toi. Alors, Thomas, père de 3 enfants qui adorent le sport. Et en fait, comme des milliers de parents, tous les week-ends, j'ai galéré pour réaliser les covoiturages des enfants sur des clubs de sport dans d'autres régions, que ce soit en département, en régional ou même local. Très simplement, on se retrouve aujourd'hui avec un emploi du temps surchargé qui fait que la pratique sportive des 6 à 17 ans est réduite, ou alors la vie de famille et les horaires sont incompatibles avec les covoiturages. On se retrouve aussi, quand on est plutôt en campagne, avec une absence d'infrastructures ou des infrastructures qui sont mutualisées, ce qui permet donc à plusieurs petites communes ou ruralités de venir en fait sur un seul lieu, mais vraiment diversifié. Et naturellement, avec l'inflation, on a aujourd'hui donc un coût qui a augmenté pour les déplacements. C'est pourquoi nous avons donc réalisé Cool Roule, la première application de covoiturage à destination des clubs de sport amateurs. Mais surtout, vous l'avez bien compris, elle est à destination des parents. C'est une triple innovation. Elle est verte, elle est sociale, c'est d'ailleurs comme ça que la BPI nous a reconnus en tant qu'innovation sociale, mais elle est aussi technologique. Et c'est là où la région nous a reconnus en tant qu'innovation technologique. Tout d'abord, c'est une innovation verte parce qu'elle fait partie du plan national covoiturage 2030. C'est la mesure numéro 11, donc favoriser en fait les déplacements sportifs et le covoiturage sur les lieux de sport. C'est aussi en fait une innovation sociale, très simplement parce qu'elle répond à des besoins qui n'existent pas aujourd'hui, qui ne sont pas pourvus. Et elle doit être faite par l'ensemble des acteurs, donc naturellement les parents, les clubs, mais aussi tout ce qui est commune, intercommunalité, qui sont acteurs en fait de la mobilité sur le territoire. C'est un sport inclusion parce qu'elle permet donc à des enfants de pratiquer du sport qu'ils n'auraient pas pu parce qu'ils ne peuvent pas aller sur les lieux. Simplement, ça aussi démocratise la pratique du sport. Et en troisième lieu, naturellement, le sport égale la santé. La grande chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la grande cause nationale 2024, c'est Bouge pour le sport. Et en fait, on rentre en plein dedans puisque nos covoiturages permettent en fait d'amener plus de participants sur les lieux sportifs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne, c'est 150 WhatsApp, 3 enfants, 500, 600 WhatsApp par week-end. Clairement, c'est comme ça que ça marche. Quand il y a des WhatsApp, quand c'est organisé par le club, autrement vous arrivez à 8 h le matin, bonjour, je peux covoiturer. C'est une innovation technologique parce qu'on va s'appuyer, nous, sur le marketing digital. On va connaître les personas en fait, des gens qui vont utiliser les véhicules. Et naturellement, on a 3 marchés, donc les clubs de sport en direct, le sponsoring sportif et les collectivités. Aujourd'hui, c'est 1 € par jour, ce sont 365 € à l'année pour le club. Les parents ne payent pas, c'est inclus. Et après, on a des annonceurs en termes de marketing digital. Voilà, la visibilité, elle est très simple. À chaque covoiturage, vous apparaissez. Et nous sommes donc incubés à Rimbotech. L'application est sortie, ça ne sert à rien de la télécharger puisqu'elle est interne à chaque club. Naturellement, on n'ouvre pas le covoiturage à des personnes extérieures puisqu'on transporte des enfants. Merci à vous. Merci.
On était pas loin, hein. On était même pas mal, hein. Ça va être à vous, mesdames et messieurs, membres du jury, quand vous voulez. On ne peut pas, enfin, ça sert à rien de la télécharger, mais est-ce qu'il y a déjà des clubs qui peuvent l'utiliser? Oui, en fait, alors, est-ce que c'est déjà en service? Alors, c'est déjà en service. Alors, on est un peu de retard puisque le démarrage des clubs, c'est septembre-octobre. Bon, on avait prévu un laps de temps pour la partie technologique, mais on est sorti en novembre. Donc, du coup, pour le moment, on a 36 clubs qui sont sur la plateforme, ce qui représente 3000 utilisateurs. Et on a fait 1800 en fait covoiturage. Voilà. On est aussi en négociation sur un gros partenariat de 1000 clubs sur la région, puisque vous l'avez bien compris, nous on cherche en fait des partenaires. Alors je ne vais pas dire sponsor, parce que sponsor c'est pas du mécénat. Aujourd'hui l'avantage c'est que vous apparaissez à chaque fois qu'il y a un covoiturage, donc dans tous les week-ends, vous rentrez dans la vie de famille. Vous êtes là, vous êtes présent. Et en fait la contrepartie du partenaire, c'est qu'il apparaît sur l'application. Mais il permet à des enfants aujourd'hui de covoiturer. Et on a aussi naturellement, grâce au registre des preuves de covoiturage, les tonnes de CO2 économisées qui peuvent être valorisées d'une certaine façon auprès en fait, des partenaires s'ils ont besoin, notamment tout ce qui est concession automobile. Du coup, donc merci encore pour cette présentation. Juste pour le rappel, du coup, les clubs payent 1 € par jour? Alors, le club peut prendre en fait l'abonnement en direct, 1 € par jour jusqu'à 200 licenciés. Après, c'est à phase de 200 licenciés, puisqu'on a un coût automatiquement d'utilisation de la plateforme qu'on doit amortir. Mais aujourd'hui, on cherche en fait des sponsors, nous-mêmes, pour les clubs. Donc, tout ce qui est assurance, on va être très clair. Il y a un gros intérêt aujourd'hui. On est en négociation avec une assurance qui a 25 fédérations aujourd'hui, pour laquelle elle est assureur, le premier assureur des associations sportives en France. Tout ce qui est bancaire, puisque aujourd'hui, on touche en effet un public, on va dire, mineur. Attention, hein, tout ce qui est RGPD a été validé avec la CNIL et l'INPI, on va être très clair aussi. Et ça nous permet en fait on va dire, de sponsoriser des premières cartes bancaires, si on le souhaite, ou des premiers livrets. Et on sait très bien qu'en fait, qu'un premier livret en fait, qui est ouvert, l'enfant va rester jusqu'au premier crédit immobilier en général. Donc vous captez, en fait, c'est pour ça qu'on travaille sur le persona, des enfants entre 8 et 12 ans, par exemple, et vous les gardez jusqu'à 30 ans dans la banque. Donc il y a un vrai intérêt. Aujourd'hui que les banques sont friandes en fait, d'accompagner le sport amateur. Donc on est vraiment sur cette politique-là en fait. Mais avant du coup d'aller chercher ces partenariats assurance, banque, Oui. donc on est d'accord que sur 36 clubs, ça a généré du coup 13 000 € de chiffre d'affaires, c'est ça? On est un peu plus, oui, parce qu'en fait ça dépend du nombre de licenciés, puisqu'on a un club qui fait 800 licenciés, donc en fait on multiplie à chaque fois par tranche de 200. Le truc. On a une mairie en fait, qui a pris 10 clubs et qui a demandé une exclusivité. En fait, puisqu'on peut mettre jusqu'à 3 partenaires sur la plateforme, naturellement, qui ne sont pas 2 assureurs ou 2 banques, hein, ça c'est sûr. On peut mettre jusqu'à 3 partenaires maximum sur la plateforme. Hein, on est d'accord, il n'y a pas de publicité qui vous arrive. Voilà, c'est uniquement quand vous covoiturez. Et en fait, la commune a souhaité en fait, l'exclusivité. Donc elle a payé 500 € l'abonnement au lieu de 365 pour 10 clubs. Et elle s'est engagée sur 3 ans. Pour être que eux présents. Donc tous les week-ends, en fait, c'est Monsieur le maire vous offre en fait l'application de covoiturage dans les clubs de sport de votre commune. Voilà. Mais voilà, non, est-ce que vous pensez que du coup que c'est assez, c'est assez cher payé par rapport à tous les coûts? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous payiez. Il y a les coûts de l'application, il y a les coûts de. Alors oui, parce qu'en fait, on est sur des recherches pas club par club en fait. Hein. Bon là, c'est le début, on est naturellement. Comme je vous dis, là, on est sur une potentialité. On a fait des devis pour 1000 clubs. Là, on est aussi sur des devis sur des 100 clubs, sur des concessions automobiles qui peuvent mettre à disposition en fait, des véhicules électriques le week-end. Donc il y a aussi toute cette thématique qui tourne autour. Donc en fait, notre objectif, c'est pas aller chercher club par club, c'est pas la cible. La cible aujourd'hui, c'est aller chercher des grands comptes qui vont accompagner. Donc c'est notre besoin aujourd'hui, on va dire, il est de renforcer les capitaux propres, comme toute start-up, puisque la crédibilité qu'on nous demande aujourd'hui, donc la région, merci, nous accompagne là-dessus avec la bourse start-up des 30 000 €. Mais en fait, derrière, on nous dit, une start-up, qu'est-ce qui nous dit que dans 6 mois, vous êtes encore là en fait. Donc on est en fait à renforcer les capitaux propres de la société. On a une levée de fonds et la recherche de partenaires surtout qui trouvent en fait vraiment l'intérêt de communiquer sur la plateforme. Alors justement, sur mes quelques grands chiffres, combien a coûté tous les développements, combien d'utilisateurs visés ou de clubs visés, quelle levée de fonds? Alors le marché, il est sur le sponsoring sportif en France, il est de 2,5 milliards.
sachant que 60% c'est sur le club amateur. Enfin, on pense aujourd'hui que le sponsoring c'est les clubs de ligue, mais en fait la réalité c'est que 60% en fait du marché il est sur les amateurs déjà, puisque c'est ce que vous voyez, des tours de terrain, du flocage de maillots, qui est du marketing en fait physique et pas du marketing digital. Nous, ça, donc, notre offre, c'est vraiment digitaliser le marketing. Et donc, au début, c'est capter un maximum de clubs, puisque en fait, derrière, l'intelligence artificielle pour chercher les personas va permettre en fait, d'aller chercher là, en fait, des montants substantiels en termes de publicité ciblée, on va l'appeler comme ça. Et c'est là où va vraiment se dégager le revenu. L'idée, au départ, comme truc, c'est faire 0 sur les premiers onboarding de clubs, de ne pas perdre d'argent naturellement. Voilà. En termes de coûts, en fait, ça, les capitaux sont de 60 000. Aujourd'hui, si on ne compte pas le travail réalisé, donc on est à 45 000 € pour la plateforme en elle-même. On a fait des campagnes de growth hacking pour 8 000 €. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a la région qui nous subventionne à hauteur de 30 000 et la BPI à hauteur de 50 000. Et on a mis, on va mettre 30 000 de comptes courants associés. Une petite question pour finir ou je laisse la parole au public? Est-ce qu'il y a... Oh, bah oui, il y a une question. Formidable. Attends, oh là là, oh là, oh là. Voyez doucement, j'arrive avec le micro. Comment vous adressez la problématique assurance? Parce que je constate maintenant, parce que moi aussi avec 3 enfants, que en fait, les clubs ne veulent pas organiser le covoiturage avec les parents pour des questions d'assurance et ils préfèrent prendre des gros bus avec un conducteur qui est professionnel. Alors, sur les grandes distances, on va dire, c'est ce qui se pratique, où il y a des minibus qui sont sponsorisés en fait, par les fédérations dans les clubs. Mais là, c'est quand vous jouez plutôt en régional ou en national. Nous, on est plutôt sur du court trajet. Sur la réalité, c'est les 30 km, 35 km. Et aujourd'hui, en fait, en termes d'assurance, c'est assez facile. Donc, alors, covoiturer des enfants de moins de 15 ans, il faut une autorisation parentale. Donc tout ça est réglé dans les CGU. CGU est pareil, validé avec l'INPI, les avocats. Oui, donc les frais d'avocat, 5 000 €, bon, à 50% aussi pris en charge par l'INPI. Merci. Voilà. Voilà. Et donc du coup, l'assurance, c'est l'assurance en fait du papa, de la maman ou du proche qui covoiture. Parce que l'avantage, c'est que si vous avez plusieurs enfants sur la même plateforme, vous faites l'ensemble des covoiturages sur l'ensemble des clubs, mais surtout vous pouvez mettre pépé, mémé, la nounou. Ils ont le droit en fait d'accéder du moment que vous leur ouvrez en fait la plateforme. Et il y a une double authentification. Je dirais même une quadruple, puisqu'elle revient en double authentification une deuxième fois pour que l'enfant accepte en fait l'adulte pour covoiturer. Merci, on peut t'applaudir très fort. Merci. Bravo. Très très bien. Avant de passer au deuxième dossier de Neoma, je vais demander à Cyril. Où est mon Cyril? Ah, viens mon Cyril. Cyril, encouragez-le. Il va aller marcher plus vite comme ça. Cyril Njatto qui va nous parler de Creative Labs. Peut-être pas que. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, Creative Labs, c'est l'incubateur de l'Université de Reims, une création de 2015. On accompagne nos étudiants et nos jeunes diplômés au travers d'un dispositif d'accompagnement renforcé, c'est-à-dire qu'on est sur les créateurs d'entreprises. On est à peu près sur 80 étudiants par an, une 50aine de dossiers. On n'avait pas de candidats aujourd'hui parce qu'on sort de 2 comités de sélection avec une vingtaine de porteurs fin janvier et puis il y a 2 jours. On est ravis de participer, c'est une très belle aventure. Et puis je vais passer la main à Sylvain pour reprendre cette belle édition. Merci. Du coup, on repasse donc pour Neoma. Deuxième candidat, je vais appeler Fanny Brown, je pense que c'est la structure, et je vais appeler Askel et Samoa. C'est ça? Ah ben voilà, il y a du monde. Ah oui, Raphaël, j'ai oublié. Bombaka et Gali Iddo. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dans un premier temps, on est très reconnaissant pour cette opportunité. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être là et de pouvoir vous présenter notre projet. Au jour d'aujourd'hui, le marché mondial du shopping de luxe fait face à un énorme problème. J'irais même jusqu'à dire un fléau. Un fléau qui va même jusqu'à dégoûter les passionnés et les amateurs de luxe. Ce problème n'est rien d'autre que l'indisponibilité des produits. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous allez en boutique, par exemple chez Rolex, pour pouvoir faire l'acquisition d'une montre,
vous êtes immédiatement placé en liste d'attente, au minimum 6 mois, et ça peut même durer jusqu'à 1 an, voire plus. Sans parler des accessoires et même des paires de chaussures. Pour les éditions rares et exclusives, elles ne sont jamais disponibles en magasin ou même sur les sites Nike et Sneakers. Donc les passionnés sont obligés de passer par des plateformes e-commerce aux États-Unis, ce qui inclut des temps d'attente très longs, des frais de douane et des frais de port qui s'ajoutent. Ce n'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'avec mes 2 associés ici présents, nous avons pris l'initiative de créer Fanny Brown, une plateforme à la pointe de la technologie qui vise à référencier via une base de données sophistiquée les boutiques indépendantes qui vendent ce type de produits et les mettre en relation justement avec les passionnés et les amateurs de produits haut de gamme. Nous avons pu voir que Fanny Brown pourrait être une réelle opportunité pour le monde du textile. Déjà, le monde du textile en France représente plus de 2000 millions de ventes chaque année. Le marché du textile en Europe représente 181 milliards d'euros chaque année. Et ça, ce n'est que pour la zone Europe. De façon plus concrète, nous avons déjà discuté avec certaines boutiques, basées à Toulouse, basées à Lyon, encore à Marseille ou à Paris. Nous avons reçu 100% de réponses favorables à notre questionnaire envoyé. Tous les prioritaires de boutiques sont très excités à travailler avec nous, car cela pourra leur apporter plus de visibilité, mais aussi une nouvelle source de revenus. On a pu donc négocier 10% de marge par article, ce qui va accompagner notre deuxième modèle de financement, qui est le système d'abonnement pour nos clients, qui comportera 3 systèmes d'abonnement. Vous pouvez vous dire que Fanny Brown a peut-être plusieurs concurrents, plusieurs applications qui font la même chose. Eh bien non, c'est très subtil. Nos 2 concurrents directs sont Farfetch et Vestiaire Collective, qui ne procèdent que par des paiements en ligne et des temps d'attente extrêmement longs. Fanny Brown va permettre aux consommateurs de pouvoir acquérir leur objet en temps réel. Maintenant, je laisse Askel Assamoah vous présenter la partie technologique de l'application. Nous sommes en train de développer une technologie via la blockchain. Donc, cette technologie permet tout ce qui est smart contract. Donc, les smart contracts, ce sont des contrats qui se transmettent automatiquement via la blockchain. Et donc, tout se met en place directement sans... C'est cruel, hein. On a envie d'arrêter le chrono, mais après, ça ne fait pas le job, hein. Vous avez la possibilité, c'est vous rattraper avec les questions du jury qui vont vous permettre forcément de finaliser la présentation. C'est à vous. Alors, qu'est-ce que la blockchain va permettre ? Alors aujourd'hui, la blockchain elle va nous permettre de mettre en place des systèmes de smart contracts. En fait, les smart contracts, c'est des contrats qui sont totalement digitalisés, donc ils sont pas du tout matériels et ils s'exécutent automatiquement. En fait, ils sont 100% codés. Nous, notre plateforme, elle prendra 10% et la boutique 90%. Une fois que le client a scanné son QR code en boutique et que l'oracle de consensus envoie une notification au smart contract, le paiement se déclenche automatiquement. Du coup, ça automatise les transactions et ça réduit les erreurs humaines. Et vous faites que du neuf ou neuf et reconditionné ? Non, uniquement des produits neufs. En fait, je n'ai pas très bien compris votre différenciation par rapport à des... je ne sais pas si vous pouvez repasser le slide de la concurrence. Parce que justement, vous avez parlé de Vinted et Vestiaire Collective. Et là, vous dites que vous ne vendez que des produits neufs. Oui. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Là, ce graphique a été fait pour vous montrer ça plus en détail. Donc ici, on a des délais d'attente extrêmement longs. Ici, des délais d'attente inexistants. Juste vous demander, c'est de bien parler pour les questions et pour les réponses, de bien parler fort. Le micro, on le met au niveau du menton, on le pose au niveau du menton et ensuite on parle fort. Parce qu'au fond, on n'entend pas. Je vous remercie pour le fond. Ça marche. Du coup, ici, voici un graphique pour vous montrer c'est quoi notre vraie différenciation par rapport aux autres applications. Ici, nous avons un délai d'attente long. Le contraire, un délai d'attente inexistant. Des produits rares à proximité, des produits rares indisponibles à proximité.
les produits rares indisponibles à proximité, nous avons les conciergeries ou aussi les grandes marques comme Hermès. Ici, on peut voir que Vinted se pose au milieu parce qu'on peut acquérir des objets de luxe sans pouvoir attendre forcément très longtemps. Mais ce ne sont pas des produits neufs. Aussi, Farfetch et Vestiaire Collective, ce sont des produits rares et neufs, mais le temps d'attente est extrêmement long. Mais la petite subtilité pour Vestiaire Collective, il y a aussi des articles reconditionnés, mais que pour les articles de plus de 2000 €. Du coup, Fanny Brown se positionne toute seule pour une disponibilité des produits à proximité, mais aussi un délai d'attente extrêmement long. Oui, bien sûr. Juste pour bien être clair, donc là, ici, on est dans une plateforme qui est B2C. Donc, on n'est pas C2C comme Vestiaire. Oui. On est sur du B2C. Donc, le B, ce sont des indépendants qui ont des boutiques indépendantes, qui ont le droit, qui ont accès à du Hermès neuf, de la basket, je sais pas quoi, neuve. D'accord. Et de l'autre côté, c'est le consommateur. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est d'accord. Donc, c'est des boutiques indépendantes parce qu'on imagine évidemment qu'Hermès a son propre site. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des articles chez Hermès qui sortent, mais juste pour un délai d'une semaine, 2 semaines, ils sont plus disponibles. Après, ces articles, on peut les retrouver chez comme des boutiques indépendantes comme Meetup Paris, Maison Guava ou aussi plein d'autres. Mais le problème, c'est que le consommateur ne sait pas où trouver cet article, chez quelle boutique aller, parce qu'il y en a trop. Donc, est-ce que justement, à votre avis, c'est pas justement une volonté de ces boutiques de luxe? Si je prends l'exemple de la montre Rolex. Rolex, aujourd'hui, c'est une stratégie justement de moins produire pour créer plus de valeur sur le neuf. Oui. Du coup, vous, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas? C'est quelque chose qu'on pourrait contrôler parce qu'il y a énormément de personal shoppers, mais aussi de boutiques indépendantes. On a fait plusieurs recherches, plusieurs heures de recherche, plusieurs jours, plusieurs semaines. On a pu constater qu'il y a plus presque de 500 boutiques qui vendent des produits de luxe. Donc, comme si je voulais chercher une Rolex Daytona qui n'est plus disponible chez Rolex, il y a sûrement un personal shopper qui en possède une et qui ne pourra pas la vendre par manque de visibilité. Donc, nous serons l'intermédiaire pour montrer qu'il y a ce personal shopper, qu'il a cet article, et donc on pourra négocier notre commission dessus. Alors, du côté du B, ok, on voit bien. Maintenant, on va se mettre du côté du C, du côté du consommateur. Est-ce que le délai est un réel frein à l'acquisition? Enfin, je vais poser les choses différemment. Demain, je veux une montre Breitling. Il y a 10 semaines de délai. J'ai envie de dire, les 10 semaines de délai n'ont pas d'importance parce que c'est la Breitling machin truc que je désire. Si je vais chez Aston, c'est exactement la même logique et la même chose. Donc, est-ce qu'il y a un marché adressable côté consommateur? Oui. Je peux laisser Raphaël répondre à ça parce que j'ai... Alors, tout dépend de la clientèle que vous visez. Nous, notre plateforme, elle est faite pour les 16-35 ans, donc une population assez jeune. Et aujourd'hui, les jeunes, comparés aux personnes un peu plus anciennes, manquent de patience. Et lorsqu'ils veulent un produit qui est en tendance, qui est fashion, ils le veulent immédiatement. Du coup, le délai d'attente dans la catégorie de personnes qu'on vise, il n'est pas forcément et même pas du tout apprécié. Et donc, du coup, vous répondez aussi à ça en disant, voilà, tu as commandé, tu as tout de suite ton smart contract en 1 seconde, du coup, c'est automatique. Et après, soit on t'envoie l'item, enfin la basket, la montre, soit tu viens la chercher, c'est ça? Pour être plus clair avec vous, quand l'utilisateur commande sur la plateforme, il reçoit un QR code. Et ensuite, il peut aller justement récupérer dans la journée même le produit dans la boutique. Et en fait, le smart contract, il va se déclencher uniquement lorsque le produit a été remis. Et en fait, il a une notification de l'oracle de consensus lorsque le vendeur a scanné le QR code. Et à partir de ce moment-là, les fonds ils sont libérés instantanément vers le compte de la plateforme et de la boutique. Et comment vous faites justement pour que les vendeurs indépendants n'aient pas de contrefaçon? Ça, justement, avec notre équipe de commercial qu'on est en train de développer, et même nous-mêmes, parce qu'on est des passionnés et des grands connaisseurs de mode, et surtout par rapport à la réputation et la visibilité de la boutique, on peut très vite savoir si la boutique vend des produits authentiques ou des contrefaçons. Ça, à vrai dire, ça se repère très facilement. Alors, vous venez de dire on va récupérer le produit dans la journée. D'accord, donc on est bien d'accord que ça ne peut fonctionner que sur des agglomérations de taille substantielle. C'est-à-dire que si je prends ne serait-ce que Reims, 12e
villes de France, hein, donc on n'est quand même pas tout petit. Pour autant, boutique Hermès, si je veux un produit Hermès, sur Reims, on fait comment? En proximité? Alors, justement, comme on Parce que par la poste, un produit Hermès, je ne suis pas sûr. Non, mais justement, comme on vous l'a expliqué, nous, on ne va absolument pas travailler avec les maisons mères. Du coup, les marques comme Hermès, c'est uniquement des boutiques indépendantes. Mais l'utilité et ce que ça apporte, c'est que même si vous habitez à Reims et qu'il n'y a pas forcément énormément de boutiques, on vous indique l'endroit précis où est-ce que vous pouvez aller chercher le produit. Donc, Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends, alors je vais reprendre l'exemple de Rolex. Pour les 16-35 ans, il paraîtrait qu'il faut l'avoir avant 50 ans, c'est Rolex. Donc on est dans le timing, on est bon. Je pense pas dire de bêtises, mais des vendeurs Rolex sur Reims, je pense qu'il n'y a qu'une seule bijouterie qui le fait. Même pas. Rolex, si, il y en a une. Ah, c'est Ouget ou Bassero. Ni l'un ni l'autre. Plus? Bon, j'en prends une autre. C'est encore pire. Et voilà, c'est que Chaumet, Breitling, Omega, je vais prendre celle dont je suis sûr, Tudor, Longines, etc. Il n'y a qu'un seul revendeur. Comment fait-on? S'il n'y a qu'un seul revendeur, il aura le monopole, tout simplement, l'exclusivité. Mais s'il n'a pas le produit, parce que votre truc, c'est de pouvoir rendre accessible le produit. Le produit, c'est que nous ne pouvons pas proposer quelque chose que le propriétaire de cette boutique n'a pas. Donc, le consommateur sera obligé d'aller à Paris, où il pourra trouver plusieurs autres boutiques. Comme nous voulons juste satisfaire tout le monde, toutes les petites villes, d'abord comme Reims, Strasbourg, Toulouse, comme Piédestal pour commencer, mais aussi quelques boutiques à Paris. Mais le grand objectif est plutôt de viser les grandes villes comme Paris, Londres, New York, Los Angeles, toutes les grandes villes où il y a plusieurs boutiques, plusieurs revendeurs personnalisés. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. Je vais vous demander zapette et la petite zapette. Toc, petite zapette. Merci. Bravo. Alors, on continue. Il nous reste deux candidats et seulement deux. Maxime, comment vas-tu derrière l'écran? Ça va? Est-ce que tu voulais dire un mot pour la French Tech ou pas? Non. Au moins de dire quelques petits mots sur la French Tech qui nous accompagne et on remercie Maxime. Marque collective et ouverte, c'est le mouvement des Français des startups, c'est le mouvement des startups françaises en France ou à l'étranger. Ça réunit des entrepreneurs, des acteurs qui soutiennent la création et le développement. Et donc tout ce que vous voyez aujourd'hui est relié en direct sur le réseau French Tech. On est d'accord, Maxime? Voilà, tout à fait. Il n'est pas très bavard. Merci de me laisser seul. J'espère que ça se passe bien pour vous. Il reste deux candidats. Continuer maintenant et je vais demander d'accueillir. Alors, je voulais juste dire un petit mot. Je me remercie Antoine Huet Dufour d'être présent au titre de Reims légendaire. Merci de ta présence. C'est aussi Ludwig Bokia que j'ai vu tout à l'heure pour le ministère, mais je pense qu'il est partir. Je vais donc demander à Sébastien pour la Chambre des métiers de bien vouloir. On l'applaudit, on l'encourage. Il a hâte. Et tu vas nous parler de l'actualité de la Chambre des métiers et de l'artisanat. À toi la parole. Merci Sylvain. Donc Sébastien Lanz, je suis chargé de développement économique donc, au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'actualité, c'est toujours la même chose, à savoir qu'on accompagne donc les artisans tout au long de la vie de leur entreprise. Donc ça commence par la phase de création d'entreprise, que ce soit de l'idée à la construction du business plan, la recherche de financement, l'immatriculation. Et puis également l'accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise. Une fois que l'entreprise elle est créée, il se passe un certain nombre de choses. Certaines rencontrent des difficultés, d'autres se développent, et puis à un moment donné, certaines aussi se transmettent. Donc voilà, on essaye de faire de notre mieux pour être présent à toutes ces étapes-là en termes d'accompagnement, de conseils. On a également une offre de formation. Et donc voilà, donc ce soir, on présente donc un candidat donc avec David Bourdelet de Tachils. C'est à moi de le faire. C'est à toi, pardon. Me pique pas mon boulot. Merci à toi, Sébastien. Je vais donc inviter maintenant à revenir parce qu'il m'a coupé le truc. Oh là 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 là. Sinon, je fais quoi?
On va l'applaudir, on va l'encourager. On invite David Bourdelais pour Ta Chips. Quand tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Donc David Bourdelais, je vais vous présenter le projet Ta Chips. Donc c'est une chips Elfie en circuit court, en local. Donc je suis David, un des deux frères fondateurs. On est agriculteurs. Donc à Ta, notre village. On a décidé de transformer nos pommes de terre en chips. Actuellement on a une usine avec 12 ETP. L'idée c'est de s'appuyer sur un brevet innovant puisque c'est une cuisson sous vide. C'est un brevet français. On est que 2 dans le monde à détenir la technologie. Ce qui nous permet d'avoir un vrai goût de pomme de terre, une cuisson beaucoup moins grasse, beaucoup moins de sel. Donc on est la seule chips Nutri-Score A de France. On est une des chips les moins grasses au monde, moins de 20%. On essaye aussi d'avoir une image assez positive et décalée, parce qu'on aime bien ça, et aussi parce que la chips, c'est un moment de convivialité. Le marché, c'est un marché à très fort potentiel, puisque c'est un marché qui croît sans cesse, le snacking, les modes de vie. Donc on est sur une courbe de 3 à 5% par an. 85 000 tonnes en France, une tendance assez healthy. Voilà, on fait attention à ce qu'on mange maintenant. Et puis un marché aussi qui mute vers un circuit court et des notions de RSE. Face à ça, Ta Chips, c'est une marque assez identitaire de par les arguments que je vous ai énumérés. Donc la cuisson sous vide, un vrai goût de patate, comme on aime dire. Et une forte traction commerciale. On a 1 million de chiffre d'affaires en 2023, plus de 2000 clients. On travaille avec Monoprix, Thiriet, Lidl, la GMS, et on vient d'envoyer un conteneur en Corée avec Hyundai Food, le groupe Hyundai. Voilà. L'enjeu, c'est accélérer le développement commercial dans un environnement très concurrentiel, mais pour autant, on a une vraie différenciation. L'objectif, c'est conserver un positionnement premium, voilà, mais augmenter les volumes. Donc le prix moyen du marché, on l'estime entre 6 000 et 13 000 euros de la tonne. Ta Chips a démarré autour de 17 000 euros de la tonne pour être à 13 000 actuellement. L'atterrissage en 2029, peut-être même avant, c'est d'arriver à 12 000 euros de la tonne avec 200 tonnes et 2,5 millions de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'être vraiment en haut du marché. Pour ça, on décompose le marché, on le segmente en 3 grands, les détaillants, la MDD, l'export. Il y a des marchés beaucoup plus rémunérateurs, mais plus longs à obtenir, comme l'export. Hyundai, la Corée, on a mis 2 ans pour être en contact avec eux. Les besoins, c'est une entrée au capital, une levée de fonds. Clairement, on a besoin d'un partenaire de poids pour transformer les courants d'affaires actuels, voilà, parce que c'est quand même un marché énorme, très concurrentiel. Et puis un apport financier pour vraiment développer une stratégie de communication, voilà, se faire connaître tout simplement, et puis une politique de prix plus agressive. Voilà, l'idée, c'est d'aller vraiment à l'export. Voilà, je vous remercie. Bravo, tu as respecté le timing. C'est à vous maintenant pour les questions. Alors, j'achète pas beaucoup de chips. Aujourd'hui, quel est le prix moyen d'un paquet de chips et quel est votre prix? Alors, le prix moyen d'un paquet de chips, c'est très très large. Alors, en MDD, on peut trouver... Alors, on joue sur les grammages, mais si on va... Voilà, c'est ça le problème. Donc, pour comparer, c'est compliqué. Mais un premier paquet de chips, vous pouvez le trouver sur 150 grammes autour de 1 euro, 1,80 €, 1,50 €. Nous, on est en moyenne autour de 3 €. Voilà. Mais on arrive sur des enseignes, je ne veux pas citer, sur 4 € en France, alors que Hyundai, le groupe Hyundai en Corée, à Séoul, se retrouve à 4,20 €. Donc vous voyez, c'est un marché qui est très, très, très compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué d'y mettre un prix. Donc, oui, c'est plutôt positif. L'idée, c'est un peu comme la chips Tyrell, c'est un petit peu de déplafonner les prix et de mettre une chips vraiment premium, healthy. Donc une belle levée de fonds qui va se lancer, une stratégie de développement. Donc on parle de 200 tonnes en 2029. On ne va pas s'arrêter à 2029, ce serait dommage. Aujourd'hui, quelle est la capacité usine? Parce qu'il y a des murs, donc à un moment ou à l'autre, on va venir toucher. Alors clairement, j'ai mis 200 tonnes, c'est la saturation de l'usine. Okay. Donc 200 tonnes, 85 000 tonnes. Donc c'est vite atteignable. L'usine est capable de monter une deuxième, voire une troisième ligne. Les approvisionnements, on est capable d'aller jusqu'à 2000 tonnes nous-mêmes sur notre exploitation. Et vous savez très bien si on arrive à saturer l'usine, une deuxième ligne, on sera forcément plus rentable. Ce sera les mêmes murs, le même personnel. Voilà, toute l'équipe est là. En fait, on n'a plus qu'à développer les volumes. Et en fait, c'était la question, c'est du coup pourquoi se bloquer à 200 tonnes et donc sur une seule ligne? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt d'entrée de jeu
à taper 2, voire 3 lignes. Des occasions de levée de fonds, on peut les enchaîner, bien sûr, hein, mais on n'en fait pas une tous les ans non plus. Ça reste un exercice de style. Donc, est-ce que, voilà, dans le plan, ce que je vais appeler le plan directeur, est-ce qu'il n'y a pas des effets d'échelle? Alors, en fait, pourquoi je me suis arrêté à 200 tonnes? Tout simplement parce que pour prouver une première rentabilité, l'idée, c'est de faire une entrée au capital. On voit ce qui se passe d'ici 2029 ou voire avant. Après, bien évidemment, c'est un marché énorme. Il est assez facile de prévoir une deuxième ligne, voire reconstruire une autre usine pour vraiment aller chercher beaucoup plus de volume. Mais il faut le combiner à un réseau. Voilà, je ne peux pas vous annoncer 5000 tonnes. Tyrrell fait 5000 tonnes avec un prix à la tonne autour de 10-11 000 euros de la tonne. Vous voyez, on n'est pas très loin. Je pourrais le mettre, mais si on arrive à faire ces 200 tonnes et que c'est rentable, c'est assez facile de dupliquer le modèle. En tout cas, moi, j'adore le positionnement, hein, agriculteur, healthy, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut. Juste si on prend les données marché, parce qu'on parle beaucoup de l'export aussi, j'imagine que quoi, c'est les US en premier, c'est un suivi des UK, enfin les France, on n'est pas les plus gros consommateurs de chips, clairement pas. Non, mais par contre, on progresse beaucoup de par nos modes de vie. Le marché le plus intéressant pour nous, c'est l'Asie, parce qu'il y a un savoir-faire à la française, gastronomique. Déjà, donc et puis on a un savoir-faire aussi en termes de. C'est compliqué de raisonner région, parce qu'en fait l'Asie, en pays, si on parle pays, c'est quoi le plus gros pays consommateur de chips au monde? C'est les Américains, ouais, c'est les Américains. Et du coup, mais ils vont y venir. Il y a une grosse crise de l'obésité. Enfin voilà, ils ont. Exactement. Et quand on voit toutes ces grandes sociétés de pharmacie là qui vendent ces produits contre l'obésité, il y a un gros marché. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas intérêt, est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous focaliser sur un pays, une fois qu'on a bien fait la France, à vous focaliser sur un pays en particulier et même y aller et bien développer ce pays? Alors on l'envisage puisqu'on a déjà une porte, on a un contact au Canada, donc au Québec, qui est pour moi une très bonne porte d'entrée pour après descendre sur le marché américain. Bien évidemment, on vise le marché américain puisqu'on est une chips à moins de 20% de matière grasse. Mais il nous faut du contact, il nous faut du réseau. C'est peut-être un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes exclusivement en vente directe, c'est-à-dire que c'est ta chips directement sur le Galex, si on veut se taper Leclerc, etc. Ou vous passez par des circuits de distribution avec quelqu'un d'intermédiaire, certes qui absorbe un petit peu de marge, mais qui se tape, toute la commercialisation, et puis toutes les opérations commerciales, etc., le merch qui va arriver, etc. Alors actuellement, on est essentiellement en direct. Alors, on travaille avec quelques centrales d'achat quand même, donc Système U, d'autres, je ne vais pas tous les citer. On travaille en MDD, donc on fait les chips pour Lidl, on fait la chip pour Monoprix Gourmet, donc sur toute la France. Et puis on travaille aussi avec pour l'instant l'export, on n'a pas la technicité pour aller en direct à l'export, donc on travaille avec un intermédiaire. Un intermédiaire qui nous a fait connaître Hyundai Food. Donc Hyundai, c'est quand même 500 000 euros de chiffre d'affaires avec une chips, pas la nôtre pour l'instant, par mois. Donc, et puis ils sont implantés sur le marché américain aussi. S'il n'y a pas de questions, il y en a peut-être dans le public. Alors, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je sais que tu as envie de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudrait poser une question? Sinon, je vais être obligé de te lire. Ouais, je vais être obligé, hein. Tant pis, ça sera pour toi. Du coup, le montant actuel de la levée de fonds, il est de combien? Je n'ai pas de chiffre encore en tête. En gros. Je pense qu'on sera sur du 400 000 euros. Ok. J'ai une question derrière et comme ça, tu as le temps, Anne-Sophie. Alors moi, j'ai une petite question qui est liée au process de la chips. C'est de l'énergie et de l'huile. Du coup, sur ces deux valeurs, on sait qu'il y a des grosses envolées de prix, à la fois sur la partie énergétique et sur la partie huile pour faire la cuisson. Quelle est la sensibilité du prix à la tonne dans la production avec ces deux matières premières? Alors, l'huile, oui, il y a des envolées. Aujourd'hui, on achète l'huile moins chère qu'avant Covid, déjà. Donc, c'est des marchés agricoles, donc on maîtrise assez. Après, de par notre process, en fait, on est autour de 19% de matière grasse, donc on consomme nettement moins d'huile que nos concurrents. Et qui plus est, notre cuisson basse température sous vide, on a les mêmes aptitudes de cuisson à 120 degrés qu'à 180, sauf qu'on ne dénature pas l'huile. On ne jette jamais d'huile, jamais. Toute l'huile qu'on consomme, elle est dans les chips. Et on en met très peu, enfin moins que les concurrents. Donc déjà, pour l'huile, c'est déjà un très bon point. Après, pour tout ce qui est énergie,
Bien évidemment, on consomme de l'électricité comme tout le monde. On est tributaire des contrats actuels. Mais on a quand même, c'est quand même un brevet français sur lequel on a un transfert technologique. On est 3 à se partager le brevet sur le marché. Donc nous sur la pomme de terre conventionnelle, les autres sur la pomme de terre bio, et un 3e sur les chips de légumes conventionnels. Et en fait, cette technologie, on a fait une tour de condensation sortie friteuse qui nous a permis de gagner 20% de consommation énergétique. Mais oui, on consomme de l'énergie, comme tout process. Anne-Sophie, je te laisse la petite question de la fin, ou Sébastien, ou peu importe. Une petite question pour la fin. J'en ai ramené un. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est pas les miennes. Non. C'était j'ai faim. Du coup, dans le cadre de la levée, quelles échéances, à quel moment vous voudriez pouvoir faire ça? Alors clairement, on l'a levé. Au début, on n'y pensait pas. On a les ressources pour encore accélérer. Mais avec mon frère, on s'est dit, de toute façon, à terme, c'est un marché tellement concurrentiel, tellement énorme, on va être obligé d'avoir l'appui d'un autre industriel, ou d'une levée de fonds ou d'un apport financier. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on envisage, je ne sais pas réellement quand, mais on ne cherche pas que de l'argent, on cherche aussi de l'humain, on cherche du réseau. Voilà. Et peut-être dernière question, pardon, du coup, dans 10 ans, tu la vois comment l'entreprise, tu la vois où? Moi, je pense déjà nous, on aimerait bien implanter une 2e ligne, voire une 2e usine. Après, clairement, moi, j'aimerais bien, j'ai un peu vécu aux États-Unis, donc j'aimerais bien, mon rêve ultime, ça serait d'implanter la technologie là-bas. Ouais. Merci David, merci, on l'applaudit très très fort. Je récupère le micro. Hop. Très bien. Avant de laisser la parole à Initiative Marne, Pierre et moi, et ensuite je présenterai le candidat, je vais demander à Cécile de parler au moins des Business Angels. Si tu veux bien dire quelques mots sur les Business Angels, je te remercie. Alors effectivement, donc, je suis au jury aujourd'hui, mais je ne suis pas Business Angel. Je représente le groupe BAMA. J'aille là-bas, c'est ça? On me dit. Ah, il y a une poursuite, oui. Et donc, je suis le point d'entrée, comme je disais tout à l'heure, du club de Business Angels, donc, qui investit. Alors, c'est une association, il y a une 30aine de membres actuellement, qui sont essentiellement des Marnais. C'est vrai qu'on a un peu de mal à onboarder des Ardennais dans l'association. Donc on fait un appel, pas très subliminal d'ailleurs comme communication. Donc moi, je suis le point d'entrée, donc je présélectionne des dossiers qui passent ensuite en comité un pitch de sélection. Et à partir du moment où les business angels sont intéressés, donc là, on va rentrer dans une phase d'instruction qui peut durer de quelques semaines à quelques mois avant de repasser en pitch d'investissement et pour convaincre un maximum de business angels à investir au capital de votre entreprise. Ce sont des business angels qui sont intéressés par beaucoup de sujets différents. Donc, il n'y a pas vraiment une thèse d'investissement, en tout cas pas thématique. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, de voir la diversité, en fait, pour moi, de leur présenter des projets divers. En fait, leur principale motivation, c'est vraiment d'aider à la fois financièrement et par les conseils et les réseaux des entreprises à se développer sur le territoire. Alors, on dit Marne-Ardenne, c'est plus globalement quand même sur le Grand Est. Et on a la particularité justement de travailler avec d'autres clubs de Business Angels qui sont basés donc, à Troyes, à Nancy, Metz, Strasbourg, à la fois pour faire des co-instructions et des co-investissements, ce qui permet de mutualiser la capacité d'investissement et puis aussi des compétences techniques pour instruire des dossiers. Donc, c'est des tours de table qui, en général, se font. Alors, BAMA, en gros, c'est des investissements à chaque tour qui se font d'entre 60 ou 100 000 euros et sur des tours qui sont entre 500 000 et 1 million d'euros au total. Voilà, j'ai été trop longue. C'est parfait. Merci. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter Cécile Oudiette. Tu vas me suivre.
J'espère que vous allez bien toujours derrière votre écran. En tout cas, moi, je passe un bon moment. On arrive au dernier candidat. Mais avant de présenter ce dernier, j'étais en train de réfléchir à quelque chose dans une annonce. Oui, c'est ça que je voulais dire. Pour tous ceux qui sont derrière et ceux qui sont aussi dans la salle, vous allez commencer à préparer parce qu'après, vous allez peut-être vous retirer. Est-ce qu'on aurait une salle pour le jury pour qu'il puisse se réunir pendant 2-3 minutes? Il faudra essayer assez vite. Il y a une petite salle, donc vous pourrez, à l'issue, vous retirer. Pendant ce temps-là, pendant que le jury, on ne va pas commencer à manger les chips parce qu'on en a parlé. Alors moi, c'est un sujet qui ne me concerne pas du tout. Mais avant de manger, d'habitude, on a toujours le témoignage de quelqu'un qui est passé au sein des 8 éditions passées, ce grand pitch. Mais je pense que derrière, on n'a pas eu le candidat pour cette soirée. Donc du coup, je dis, tiens, pour essayer de faire, c'est pas pour meubler, mais j'aurais bien demandé si elle est d'accord. Elle me voit la regarder en disant, si oui, c'est toi que je regarde, Flore. Tu peux pas parler ? Tu dois partir ? Bon, très bien. Eh ben, écoute, j'aurais voulu te donner la parole au titre de la BPI et je ne veux pas le faire avant parce que ça aurait été dommage pendant. Mais on trouvera quelque chose. En tout cas, je remercie toujours parce que la BPI est un partenaire aussi important qui suit les dossiers, qui peut les financer et surtout dans la tech. Et ça, c'est important et je te remercie à chaque fois d'être présent. On va appeler donc cette fois-ci Anne-Sophie, mais pas du jury. Anne-Sophie d'Initiative Marne, Pierre et moi. On va l'applaudir, on va l'encourager, qui va nous présenter la structure. C'est à toi, Anne-Sophie. Ensuite, je présente le dernier candidat. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis ravie d'être là pour représenter Initiative Marne, Pierre et moi pour cette session du Grand Pitch. Donc, nous, Initiative Marne, Pierre et moi, on accompagne les entrepreneuses et les entrepreneurs sur le territoire du Grand Reims de façon financière, donc à travers l'octroi de prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro. En 2023, cela représente environ 90 entrepreneurs soutenus à travers des prêts d'honneur. Et également, en parallèle, on mène des actions autour de l'entrepreneuriat. Notamment, on a un programme qui s'appelle « Vie ma vie d'entrepreneuse ». Donc, c'est un programme dédié à l'entrepreneuriat féminin qui est une cause qui nous tient à cœur. Et donc, pour l'actualité, on a cette année prévu un gros événement sur cette thématique. Pardon, je tremble. Qui sera dédié à cette thématique avec les réseaux d'entrepreneuses locaux. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, plus en détail. Voilà. Merci Anne-Sophie. Je vais donc appeler le dernier, les dernières candidates. Alors, je ne veux pas écorcher le nom, Reaski Rizikel. Parlez pas tout en même temps, mais voilà. On va perdre du temps. On aura plus de temps peut-être. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Caroline et Marie Nouguet. Nous avons respectivement 25 et 28 ans. Nous sommes les cofondatrices de Rizical. Alors, je reprends. Excusez-moi. Donc, nous sommes les cofondatrices de Rizical. Alors, voilà. Alors, je suis sûre que chacun d'entre vous pensera à votre propre expérience ou à une personne de votre entourage en voyant les images suivantes. Acheter en seconde main, c'est bien pour la planète, bien pour son porte-monnaie aussi, mais parfois il faut savoir comment chercher la perle rare parmi des tas de vêtements. Il faut aussi s'apprêter à avoir un colis dans un emballage pas souvent super ou à des conditions parfois délicates. En parallèle de ce sentiment qu'on avait, on s'est rendu compte de l'impact de l'industrie de la mode aujourd'hui, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et surtout quand on sait qu'acheter un vêtement de seconde main, on réduit de 80% son impact environnemental. On a juste eu envie d'une chose avec Marie, c'est de contribuer à ce nouveau changement. Alors c'est pour ça que nous avons créé Rizical. Rizical, c'est le multimarque 100% seconde main. Avec Rizical, plus besoin de chercher pendant des heures. Le plus dur, c'est vraiment de choisir. Plus de problème de qualité non plus, et plus de problème sur le packaging, puisque l'expérience est comme celle sur le marché du neuf. Alors notre cœur de cible, c'est toutes les femmes férues de mode comme nous, qui ont envie de consommer mieux sans compromettre leur style et leur expérience client. Après 1 an d'activité avec Marie, on s'est rendu compte aussi que c'était des femmes qui étaient souvent les mamans de tous ceux qui achetaient sur les plateformes traditionnelles comme Vinted. Alors,
Voilà. Actuellement, nous vendons sur notre site internet, nos réseaux sociaux, et on organise partout en France des événements ponctuels. Et d'ailleurs, vous nous avez peut-être déjà croisé en décembre dernier à Reims, où nous avons fait un événement de 3 jours qui a eu beaucoup de succès. Bon, on sait déjà que peut-être dans votre tête, vous vous dites encore un énième site de seconde main. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait notre différence et qu'est-ce qui a fait notre succès depuis le début de cette aventure? Eh bien, c'est 3 choses. Première, c'est les pièces que l'on propose. Toutes les pièces, c'est des marques de luxe accessibles. Des marques comme Isabelle Marant, Forte Forte, Momoni. Peut-être des marques que vous connaissez ou qui ne vous disent rien, mais on sera ravis de vous les faire découvrir. La deuxième chose, c'est la qualité des produits. Tous les produits qu'on propose en ligne et en physique sont des produits qui sont expertisés et qui sont de qualité. Et enfin, on a repris tous les codes du neuf pour vous proposer une expérience unique. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment notre méthode de sourcing. Nous avons mis en place des partenariats avec des boutiques multimarques qui vendent la même chose que nous, mais en neuf. Vraiment, ça crée un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que pour nous, ça permet d'optimiser notre sourcing. Et pour les boutiques multimarques, ça permet aussi de fidéliser leur clientèle, de recréer du trafic en magasin et de s'inscrire dans une démarche RSE sans avoir à dépenser de ressources humaines ou financières. Et enfin, je ne sais pas si on va avoir un peu le temps, mais notre modèle de revenu, c'est la vente de vêtements classiques avec des marges qui sont similaires aux multimarques de neuf. Et c'est aussi, comme le disait Marie, des événements ponctuels que l'on facture aux multimarques. Et pour finir, on vous remercie tous. On vous invite à scanner ce QR code pour voir notre site internet et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai été indulgent, j'ai coupé quand même le temps. Hein? Pardon, oui, Voilà, qu'on vienne pas me dire il est cruel. Non, j'ai coupé le temps quand même. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Première question, comment il fait la curation? Est-ce qu'elle est manuelle? Est-ce que c'est automatique? Combien ça coûte? Alors, c'est une très bonne question. Donc, du coup, sur la partie curation, c'était une partie de la proposition de valeur qu'on mettait en avant. Déjà, il faut savoir que Recycle, ce qu'on fait, et comme disait Caroline, on revend uniquement des marques de luxe accessibles. Donc, on a prédéfini des marques qu'on met en avant, que Caroline a citées, et des pièces aussi avec toujours un univers assez coloré ou avec des imprimés. Et la curation, elle se fait en passant par les boutiques multimarques, en fait. On organise des événements de reprise pour les clientes de ces boutiques multimarques en leur proposant de ramener les pièces qu'elles ne portent plus, qu'elles ont achetées dans la boutique partenaire. Donc vraiment, la curation, elle se fait vraiment sur les marques qu'on va revendre. Et en fait, le fait de travailler avec les boutiques multimarques qui vendent la même chose que nous, mais en neuf, ça nous permet directement d'aller cibler les clientes qui ont exactement la sélection qu'on recherche. Du coup, en fait, c'est l'acheteuse, pour être sûr que j'ai bien compris, c'est l'acheteuse de vêtements d'une boutique peut les ramener à la boutique pour qu'elles soient revendues sur votre plateforme. Exactement. Exactement. Non, c'est le modèle global. C'est vraiment la façon dont on se source. Et du coup, c'est vous qui rachetez les vêtements et que vous les reproposez ensuite à la vente ou la transaction se fait directement entre... En fait, pour vous donner un petit exemple, on a déjà testé cette méthode de sourcing. Par exemple, on était une cliente arrive avec un chemisier, on va lui racheter son chemisier, on a une liste de prix, un menu de prix. Si c'est un chemisier, on va le racheter à un certain prix en échange d'un bon d'achat. Une fois que le bon d'achat est utilisé, on va rembourser le magasin multimarque. Voilà, donc très simple, le sourcing. Et après, ensuite, pourquoi aussi on parlait d'un modèle de revenu, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que lorsque les personnes dépensaient leur bon d'achat, très souvent, ils dépensaient plus que leur bon d'achat. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais alors, du coup, c'est un cercle vertueux pour l'environnement, mais ça quand même... L'idée, c'est quand même de pousser à la consommation, puisqu'en fait, on n'est pas remboursé, on est remboursé en bon d'achat. Donc, on rachète de la mode. Alors, en fait, déjà, la différence, c'est que c'est vrai que les personnes qui déposent, très souvent, ne sont pas nos clientes en seconde main. Donc déjà, l'avantage, c'est qu'on permet de vider leurs placards, parce qu'elles ont des placards qui débordent, et en effet, c'est des femmes qui achètent très souvent beaucoup. En revanche, nos clientes, c'est des personnes qui souhaitent changer leur mode de consommation, et on se concentre sur ces personnes-là qui ont envie d'acheter des vêtements qui sont en excellent état en seconde main. Et aussi, pour compléter cette question, on s'est aussi rendu compte que les femmes qui achetaient uniquement en neuf et qui étaient vraiment très attachées à leur boutique multimarque, peu à peu, elles commençaient aussi à faire une consommation qui était assez hybride en achetant à la fois du neuf et de la seconde main. Et du coup, c'est des clientes qu'on capte ensuite sur Easycall. Pour illustrer, je vais y arriver. Pour démontrer tout ça, je voulais pas dire illustrer, j'y arrive pas. Quels sont les chiffres aujourd'hui en termes de volume, nombre de boutiques, nombre de clients, etc. Donc, on s'est lancé le 1er décembre 2022.
sur notre site internet et après on s'est développé en physique à partir d'avril. On a plus d'une centaine de clientes, on a des préaccords d'une dizaine de multimarques, on a fait un test avec un multimarque mais qu'on a répliqué 4 fois à date pour vraiment bien avoir notre modèle sur cette partie-là. On a une communauté de plus de 5000 personnes sur les réseaux, principalement sur Instagram et c'est là aussi où on vend le plus parce qu'on a vendu sans même avoir notre site internet. Pour vous donner d'autres chiffres en termes de satisfaction client, on est à 4,6 sur 5 et on a un taux de récurrence aussi qui est immense. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a fait notre pop-up à Reims sur 3 jours, on a des clientes qui sont venues 3 jours d'affilée pour acheter à chaque fois et en ramenant leur maman, leurs amis, etc. Et du coup, quels sont les besoins aujourd'hui pour la suite? Donc, en ce moment, on est en train de faire toutes les démarches pour avoir des prêts d'honneur. Donc, on est avec Marne Initiative à l'heure actuelle avec lesquels on a obtenu un prêt d'honneur. On recherche 90 000 € pour un premier palier pour avancer sur la communication un maximum. Et ensuite, on recherche 400 000 € là pour intensifier le sourcing et pour aussi avoir des personnes avec nous. À la date, on est 3. On a besoin d'aide supplémentaire pour toute la partie logistique notamment qu'on internalise pour garantir la meilleure expérience client. Je peux juste ajouter quelque chose aussi, ça fait 1 an qu'on a été créé, 1 an qu'on a testé plein de choses et qu'on est passé par toutes les étapes. Et l'objectif de ces financements-là aussi, ça nous permet de démultiplier nos efforts et on a une ligne droite et on a envie d'aller encore plus vite. Et c'est pas seulement de la mode, c'est aussi une vraie aventure. Merci. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable du coup de nous donner par exemple votre coût d'acquisition pour le sourcing et aussi le coût d'acquisition de clients de l'autre côté? Alors, notre coût d'acquisition sur le sourcing, il est très faible parce qu'en fait, on a accès au fichier client des multimarques. On n'a pas directement le fichier client, mais en revanche, ils communiquent en notre nom gratuitement. Et après, vous m'avez demandé, pardon ? Coût d'acquisition client, en fait. Et pareil, pour l'instant, on en a eu peu parce qu'en fait, on s'est auto-financé sur ça grâce à nos réseaux sociaux. On a fait très peu de publicité paid, à part pour des événements. Donc voilà, c'est juste la force de notre communauté qui a pu engendrer énormément de ventes. C'est bon? Eh bien, allez, on vous applaudit. Bravo. Bravo. Ah, il y a des fans dans la salle. Hein. Restez assis, surtout ne bougez pas de votre place. Pendant que le jury va s'éloigner pour délibérer. Donc, je rappelle au jury un petit mot sur chacun et ensuite on donne le lauréat. Je vous laisse avec Charles. Restez bien assis parce qu'on n'a pas tout à fait fini pendant que tout le monde délibère. On va prendre, en attendant que le jury délibère, on va prendre ensuite des photos avec tous ceux qui sont passés. Je vais vous demander de rester assis pour l'instant, juste pendant que le jury va délibérer. Donc, pour reprendre, et avant que le jury revienne, juste une petite actualité, ce n'est pas pour broder, mais c'est important. Vous avez une société, vous avez besoin aussi de trouver des réseaux. Et bien pour ça, on a une manifestation que la Chambre de commerce organise, donc Chambre de commerce Marne-Ardennes, organise le 17 avril, notez-le dans vos agendas, puisque le 17 avril, il y aura la journée des réseaux. Et donc, cette journée est de réunir l'ensemble des réseaux. Il devrait y avoir à peu près une 50aine de réseaux. Je vais vous demander juste de faire un petit peu de silence devant, s'il vous plaît. Merci. Juste un peu de silence pendant que je parle, ça sera très bien. Je vous remercie. Donc, cette journée est le 17 avril. Donc, on réunit, il y aura à peu près 50 réseaux. Ça sera au caveau de Castelnau et ça démarrera à 14 h, ouverture du public, et 18 h, ça sera la fin. Donc, venez nombreux, venez voir les réseaux, venez vous nourrir, venez échanger pendant cette belle journée et notez-le dans vos agendas. On va passer aux photos dans un premier temps avec les candidats, déjà. Donc, tous les candidats, vous allez venir. Et ensuite, on fera une photo avec les candidats et ensuite les structures qui accompagnent. Pourquoi je le fais avant? Parce que quand il y a des déceptions, après, on fait la gueule sur la photo. Alors que là, on ne sait pas encore le résultat. Tant qu'à faire, on sera heureux. J'espère que derrière votre écran, vous avez encore vraiment passé, comme nous l'avons passé, une excellente journée. On avait encore des candidats vraiment de qualité. Merci Maxime, je sais que tu es derrière et tu es dans l'ombre, mais grâce à toi, et on va lui faire un tonnerre d'applaudissements à Maxime qui est derrière. Il aime ça. Et aussi à Alexis à la poursuite. Merci Alexis aussi. Je vais demander aux candidats de venir, donc vous pouvez prendre des photos et surtout,
mettez-les sur les réseaux sociaux, inondez les réseaux sociaux en mettant le Grand Pitch 9e édition. D'accord ? Je rappelle que derrière, vous avez tous les partenaires qui accompagnent aujourd'hui la Chambre de commerce dans cette magnifique réussite et dans l'ADN que je porte avec ferveur qui est le construire ensemble. Nous avons cité Matovren et on les remercie encore de leur présence, mais je ne peux pas faire autrement que de citer aussi Newsmag, puisqu'on va avoir une page People. Et donc, du coup, il y a des photos qui vont être faites. Donc voilà, et merci aussi à Newsmag de venir aussi nous encourager. Pour les photos, allez, tous ceux qui sont passés déjà, les candidats, mettez-vous, essayez de vous serrer, et on va faire des belles photos. Ah. Je vais vous demander simplement de faire un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie de bien vouloir vous rasseoir, parce que je sais que les chips, ta chips est arrivé, mais pour l'instant, c'est ta Sylvain. Merci de vous réinstaller, s'il vous plaît. Vous vous mettez sur le... Là, Cécile, avec... Hop, je vous laisse la parole. Vous avez 2 micros. C'est à vous. Parlez bien fort. On devrait y arriver et je vais éviter d'utiliser des mots compliqués que je ne sais pas prononcer. Déjà, merci à tous d'être venus. Merci pour les porteurs de projets, pour les présentations qui ont été assurées, pour l'engagement et la volonté que vous avez démontrée. On va bien sûr avoir un mot pour chacun d'entre vous. Tous auraient pu prétendre être notre coup de cœur du jour, mais il ne peut y en avoir qu'un. Et je sais des co-jurys qui sont excessivement exigeantes. On a la chance pour une fois d'avoir un jury féminin, ce qui est extrêmement agréable. Si on reprend chacun des projets, on a plusieurs univers qui vont cohabiter. On en avait 2 qui étaient sur des univers proches, puisqu'on parle d'univers de covoiturage, donc dans une logique aussi environnementale importante, puisque c'est aussi porté aujourd'hui par les politiques environnementales et les politiques étatiques. Donc on est vraiment sur des choses qui sont à poursuivre, vraiment à faire perdurer. On est aussi sur des projets que l'on encourage à faire grandir en termes de maturité, en termes de compréhension des business models et de comment on va pouvoir rendre, le terme à la mode chez les startups, scalable, ce qui est présenté. Donc il y a plein de belles choses à faire. On ne peut que vous encourager à continuer. On a eu ensuite l'univers de l'échangeur thermique. Alors là, pour le coup, c'est vrai que j'ai un petit affectif avec cet univers. Il y a là aussi beaucoup de choses à faire. Clairement, on est sur un marché qui est en croissance, c'est un marché en croissance organique, le marché de l'échange thermique. Donc il y a inévitablement des choses à construire. On a vu qu'industriellement, il y a des choses là encore aussi à poursuivre et à travailler. Et il va y avoir le volet commercial qui va se pointer assez rapidement. Parce que pas de clients, pas d'ennuis, mais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc il va falloir poursuivre et on ne peut là aussi que vous encourager à continuer dans cette dimension. Nous avions eu la facilité d'utilisation d'applications multiples. Donc Cépage, on est sur une idée qui est forcément dans l'air du temps. Là aussi, on a besoin de simplifier nos process, on a besoin d'accélérer l'accessibilité à l'information, à l'utilisation des outils. Il y a inévitablement des choses là aussi à construire. On est encore dans la phase, on n'est pas dans l'idéation, mais toute la structure commerciale, technique, marketing est à construire. Énormément de choses à faire. Là encore, beaucoup de travail qui vous attendent. On sera très heureux de vous voir ou de vous revoir un peu plus tard, quand le projet aura grandi et avancé. Pour continuer, on a eu l'univers de la mode, 2 fois, 2 approches différentes, mais sur lesquelles on va aussi retrouver des points de convergence, puisqu'on est sur les notions d'accessibilité, accessibilité de produits de seconde main ou accessibilité de produits haut de gamme. Dans les 2 cas, on était sur un positionnement d'ailleurs produit haut de gamme. Des choses là encore à construire, des degrés de maturité d'ailleurs entre les 2 projets qui sont bien sûr un peu différentes. Poursuivez, creusez, déterminer clairement aussi vos éléments de marché. On a pu aussi échanger sur les notions de coût d'acquisition à ne pas ignorer, même si on n'a pas l'impression d'avoir dépensé forcément
il y a eu des chiffres, il faut pouvoir les poser parce que dans le développement ultérieur de vos activités, ce coût-là, il va être clairement à considérer. Et notamment pour ceux qui veulent faire une levée de fonds, il va falloir y penser parce qu'à un moment, on va regarder ce que va coûter votre croissance à venir. Normalement, j'ai fait le tour. Donc, si vous avez fait le décompte, il n'en reste plus qu'un. Vous aurez donc logiquement compris que, et ce n'est pas uniquement parce que nous sommes des estomacs sur pattes, enfin moi en particulier, il suffit de voir mon format pour le réaliser. Le coup de cœur du jour va aller pour Tas Chips, ou Tas Chips pour plaire à Sylvain. Vous pouvez effectivement l'applaudir. Nous serons très heureux de vous revoir donc prochainement au sein de BAMA. Pour pouvoir avancer sur cette logique de levée de fonds. L'un des points convergents, on a pu très rapidement l'évoquer, c'est peut-être de penser un peu plus grand pour la phase de levée de fonds. Il y a aussi des raisons commerciales derrière, une seule ligne, si jamais elle tombe en rade, on peut vite être coincé et on peut venir casser une croissance à venir. Donc il y a plein de choses à faire, plein de belles choses à construire. Bravo à vous pour tout ce que vous avez déjà réalisé, parce qu'en plus, vous êtes générateur d'emplois, 12 ETP si j'ai bien compris. Donc félicitations à vous et à très 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 bientôt. Tu vas venir, viens pour la photo, viens. Comme ça, on va prendre la photo du finish. L'objectif, c'est pas uniquement... Merci à tous et puis